Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Au cœur du mental. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez difficile qui est le trauma, comme vous avez pu le voir sur le titre de cet épisode. Donc, on vous dit tout de suite s'il y a des personnes qui sont encore possiblement déclenchées par tout ce qui est traumatisme. Peut-être que c'est pas un épisode pour vous écouter, sachant qu'aujourd'hui, on va plus se concentrer sur tout ce qui est définition pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'un traumatisme, quels sont les mécanismes derrière. Et si on a du temps, on verra aussi un petit peu les différentes thérapies, l'aspect aussi méditation et l'aspect aussi psychothérapie. On va aussi vous donner des petits outils pour voir un petit peu si vous reconnaissez dans certaines choses, comment est-ce que vous pouvez commencer à travailler sur ça. Mais voilà, je voulais juste le dire avant que vous écoutiez, qu'on rentre dans le vif du sujet, que ça peut possiblement déclencher des choses chez vous. Donc, soit vous l'écoutez pas tout seul, soit vous l'écoutez plus tard ou en plusieurs fois. Mais voilà, je voulais vous prévenir. Et maintenant qu'on a mis un petit peu les bases, est-ce que Yannick, qui est avec moi pour ce podcast, tu peux te présenter? Mais avec plaisir. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste du trauma, mais par contre, je trouve ça hyper intéressant parce que moi-même, j'ai pu vivre des choses dans ma vie qui m'ont amené à rentrer dans certains étapes, pas diagnostiquées, mais je pense proches de ça. Et j'ai pu croiser aussi pas mal de personnes qui viennent me voir pour la partie méditative, pour la partie un petit peu plus coaching, une fois qu'elles ont déjà un petit peu recover, tu vois, elles sont un peu remises, elles sont un petit peu mieux. Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Comment est-ce que on peut aider ces personnes? Comment on peut s'aider soi si on a vécu quelque chose comme ça? Parce qu'il y a toute une partie qui est intéressante sur comment est-ce qu'on peut nous aider, mais il y a aussi toute une autre partie, c'est comment est-ce qu'on s'aide soi-même, comment on se Mhm. reconstruit. Et je trouve que c'est un sujet qui est fascinant parce que ça touche tellement de monde. Donc voilà, déjà, je voulais juste faire ce petit point. Je suis très, très content d'être là aujourd'hui pour parler de ce sujet. Même si c'est un sujet difficile, je pense que c'est un sujet très, très important. Mhm. Et ouais, j'ai très très hâte. Sinon, qui suis-je? Eh ben, je suis Yannick, coach mental, et j'enseigne énormément la méditation surtout et des pratiques un petit peu asiatiques comme le Qigong, des formes de yoga, surtout la partie respiration, méditation, etc. Pour accompagner des gens justement à avoir un petit peu des outils pour travailler sur eux-mêmes de manière un peu plus autonome, parce que j'enseigne, mais après on peut pratiquer tout seul, donc c'est ça l'avantage. Donc voilà. Super, eh bien, je te remercie. Et moi aussi, je suis très contente de parler de ce sujet-là. Bon, comme tous les sujets, mais celui-là, peut-être encore plus parce que, en tant que future psychologue, puisque je suis en master 2 de psychologie clinique et psychothérapie, bientôt le diplôme en juin prochain. Et je souhaite spécialiser ma pratique justement dans les traumatismes et comment est-ce qu'on peut se reconstruire après avoir vécu un ou des traumatismes. Donc c'est aussi un sujet voilà, où je suis en plein dedans et qui est super important pour moi. Et juste avant du coup qu'on commence là-dessus, je voulais aussi préciser que je suis actuellement coach mental et donc je travaille sur tout ce qui est peur, insécurité, croyances bloquantes pour aider des personnes à sortir un petit peu de tout ça et pour qu'elles puissent réaliser ce qu'elles ont envie de réaliser dans leur vie et être qui elles ont envie. Et toi, tu adores enseigner la méditation et moi, j'adore enseigner, partager plein de choses sur la psychologie. Ah, aujourd'hui, tu vas te régaler, je pense. Je vais me régaler. Du coup, je commence. Comment on fait? Je Écoute, fais avec définition. plaisir. Moi, je pense que si tu peux nous poser un petit peu les bases, Ouais. nous expliquer un petit peu ce qu'est le trauma, du point de vue psychologique, etc., pour avoir des bonnes bases bien concrètes, bien scientifiques. Et je pense que ça peut être pas mal pour qu'on parle de la même chose et que peut-être ça permette aussi aux gens de comprendre ce que c'est, ce que ça n'est pas aussi le trauma. Mhm. C'est un truc qui est pas mal. Enfin, je trouve que le mot trauma, à mon avis, il est peut-être un peu utilisé à tort et à travers un peu partout et de manière peut-être un petit peu légère ou un peu... Je sais pas, il y a quelque chose qui me Mm. dit que ça vaudrait le coup de savoir un petit peu plus ce que c'est concrètement. Oui, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Alors, un peu comme tout en psychologie, c'est plutôt positif quand c'est démocratisé, Mhm. mais à chaque fois, ça peut être réutilisé. Ça me fait penser aux personnes qui se créent, entre guillemets, des maladies mentales
sur les réseaux, c'est un peu dans cette même idée. Donc, je te rejoins là-dessus sur l'importance un petit peu d'identifier qu'est-ce que un traumatisme et qu'est-ce que ça n'est pas, en sachant qu'on n'est pas là pour vous diagnostiquer, hein. J'allais le dire. Et, et si vous vous reconnaissez dans certains éléments, parce qu'en fait là, je vais aussi vous parler un petit peu de qu'est-ce qui est défini comme un trouble lié à un traumatisme. Mais c'est indicatif, voilà, c'est pas pour un diagnostic. Si vous reconnaissez, après vous voulez investiguer, c'est d'aller voir un ou une professionnelle de la santé. Mhm. Voilà, donc ça ne veut pas dire que si vous vous retrouvez, vous avez forcément ça, mais ça peut vous donner des indications sur ce que c'est, sur ce que n'est pas. Et ce qui est important aussi pour moi, et je vais en parler, c'est d'identifier aussi les mécanismes sous-jacents derrière et comment ça peut se manifester aussi dans votre vie, que ce soit Ouais. à la fois pour les personnes qui sont concernées, mais aussi pour les proches, parce que parfois il peut y avoir aussi des incompréhensions par rapport à certains comportements, et en général dans la société. Ok. Trop Eh bien. ben, Je on te va laisse. commencer par une définition. Qu'est-ce qu'un traumatisme? Donc là, c'est vraiment pas dans la définition psychopatho, mais en soi, qu'est-ce qui fait un traumatisme? Tout simplement, un traumatisme, c'est ce qu'on appelle une réponse émotionnelle intense, un événement qui est perçu comme menaçant, bouleversant ou écrasant. Et en fait, ce qui fait traumatisme, c'est pas l'événement en lui-même, c'est la manière dont il va être reçu, perçu, intégré par la personne. Hmm. Et donc, en fait, c'est un événement qui va aller au-delà des capacités de la personne. Ce qui fait qu'en Ok. fait, pour certaines personnes, un événement pourrait être traumatique, alors que pour d'autres, il n'est pas. Et donc, il y a vraiment une dimension subjective dans ce qui fait traumatisme. Et donc, c'est Ok. vraiment bien à prendre en compte cette séparation entre l'événement et le traumatisme. Ça, c'est vraiment C'est pour ça l'impact que qu'en ça va fait, il y a avoir. des gens qui peuvent revenir, on dit, on va parler genre de trucs vraiment, mais qui reviennent de guerre, certains qui reviennent avec des PTSD et d'autres pas, alors qu'ils étaient peut-être dans la même unité, qu'ils ont vécu les mêmes choses, mais les réactions peuvent être différentes. Et puis cette même personne qui n'a pas eu un trauma à cet endroit-là, elle pourrait en avoir un autre sur un événement complètement anodin pour quelqu'un d'autre, en fait. On réagit tous différemment, si j'entends bien ce que tu dis, ouais. Oui, c'est ça. Et en fait, ça va. Alors, il y a plein de facteurs, on appelle ça des facteurs de protection, du coup, Hmm. qui vont protéger d'un éventuel développement ce que tu évoquais, c'est un état de stress post-traumatique. Mhm. Donc, il y en a énormément. Je ne vais pas faire toute la liste, mais ça va dépendre de tout ce qu'on a vécu aussi auparavant, du soutien qu'on a pu aussi avoir, que ce soit en soutien social, que ce soit aussi tout ce qui va être sur la régulation des émotions, du système d'attachement, euh, énormément de choses. Et donc, en fait, en fonction de la base, on va dire, on appelle ça une ligne de base de la personne, il y a plus de probabilité de développer ou pas Ok. un état de stress post-traumatique. Et c'est aussi au cas par cas. C'est-à-dire que en psychologie, on identifie des grands points, des grandes thématiques, mais rien ne remplace le cas par cas et Hmm. l'entretien clinique avec un professionnel pour vraiment identifier qu'est-ce qui est particulier avec la personne qu'on accompagne et qu'on a en face de nous. Ok. Euh, et ce qui est aussi à noter à partir de cette définition, c'est que dans le trauma, il n'y a pas que les événements qu'on peut Mhm. paraître énormes. C'est-à-dire là, tu as donné un exemple de tout ce qui est guerre, tout ça. Tout à fait, ouais. Ça, c'est des types d'événements traumatiques. C'est ce qu'on pourrait appeler les grands T, du coup, Ok. les traumas avec des événements en fait, qui vont menacer la vie de la Mhm. personne, qui vont toucher à son intégrité physique. Ça peut être aussi des agressions sexuelles qui rentrent aussi dans ces traumas-là. Mais c'est pas que ça, les traumas. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des petits traumas. Alors, les noms ont été utilisés pour que ce soit plus facile de les différencier, mais ça ne veut pas dire que si vous avez un petit trauma, c'est que c'est ce que vous avez, c'est pas important, hein. C'est pas une. Ça peut être les mêmes effets. En fait, c'est une échelle d'impact, mais quelqu'un pourrait réagir de la même manière, j'ai envie de dire, même s'il a vécu quelque chose qui est considéré psychologiquement comme un petit trauma, eh ben, il peut avoir des effets physiologiques, mentaux, etc., qui sont les mêmes que pour un trauma, comme tu disais, Grand trauma, guerre, ouais. grand trauma, Oui, etc. En fait, c'est juste
une classification de la situation, c'est ça? Ouais, tout à fait, Ok, exactement. On peut avoir les mêmes conséquences, les mêmes impacts à différentes intensités ok. aussi. Euh, et donc ça, c'est aussi à prendre en compte parce qu'il y a certaines personnes, et moi j'ai vu ça aussi des personnes que j'accompagne, qui ont tendance à minimiser, tu vois, Hmm. leurs problématiques et qui se disent, ouais, mais non, mais ça, en fait, enfin, moi j'ai vécu ça, mais c'est rien comparé à quelqu'un justement qui a vécu la guerre ou qui s'est fait agresser. Mais en fait, c'est pas qu'on s'en fiche, j'allais dire on s'en fiche, mais dans le sens où c'est vraiment personnel à la personne. C'est pas parce qu'il y a Ouais. pire ailleurs que toi, ce que tu as vécu, bah, ça compte pas en fait. Et si tu te sens pas bien, si tu as des impacts par rapport à ce que tu as vécu, tu es tout aussi légitime qu'une personne qui aurait vécu la guerre ou une agression de te faire aider ou de ressentir ce que tu ressens là. Ouais, c'est important ça, parce qu'on peut même l'entendre de la bouche d'autres personnes, en fait. Ah bah ça, c'est pas si Mm. grave. Moi, on me l'a fait une fois, une personne qui avait, elle, vécu un trauma vraiment factuellement, on peut se dire que c'est bien plus élevé que ce que j'avais vécu, et qui m'a dit mot pour mot, ah mais toi, t'as jamais eu de trauma parce que t'as pas vécu ce que j'ai vécu. Mm. Et je la blâme pas du tout, hein. Je comprends parce que dans son échelle d'intensité, c'est clairement ce qu'elle avait vécu était largement au-dessus. Mais quand on est à ma place, tu vois, eh ben, ça peut avoir cette tendance à se dire, bah c'est vrai, c'est rien en fait ce que j'ai vécu. Alors que c'est pas comme ça que je me sentais à l'intérieur. Mm. Et en plus, on Mm. peut avoir un peu de la culpabilité de se dire, ouais, mais bon, attends, elle a vraiment vécu des trucs. Pourquoi moi je me sens comme ça? Allez, tais-toi Yannick et avance, quoi. Exactement. Et la culpabilité qui rajoute déjà un sentiment de mal-être. Mhm. Et ça peut du coup aussi retarder le fait alors sans que ce soit forcément une prise en charge avec un professionnel, mais en tout cas, en minimisant ces ressentis, ça permet pas de travailler dessus, ou en tout cas Ouais, d'essayer totalement. parce qu'on se dit bah, qu'on devrait pas avoir ressentir ça, parce que comparé à un tel qui a vécu plus difficile que moi, euh, sauf qu'en fait, il y aura toujours des gens en réalité qui vivront des choses plus dures que vous. Et si on commence à se baser sur ça pour savoir est-ce que moi je suis légitime ou pas de ressentir ça, en fait, dans ces cas-là, on n'aide plus personne en C'est réalité. ça, c'est ça. Ce qui compte, c'est pas l'événement, finalement, c'est comment on se sent à Mhm. l'intérieur, l'impact que ça a sur nous, peu importe d'où ça vient, finalement. Exactement, tout à fait. Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui nous écoutent, je pense qu'il y en a qui vont aussi se reconnaître Non, dans ce qu'on c'est hyper évoque. important, je pense, ouais. Donc à rappeler. Donc, on est bien d'accord, un trauma, c'est vraiment ce qui fait trauma, c'est l'interprétation de l'événement. Mhm. Et donc, il y a plusieurs types de traumas qui ont été classifiés. Donc là, je vais vous parler en psychopathologie. Je vais vous parler de comment est-ce que c'est défini. Pour ceux qui connaissent pas du tout ce que c'est la psychopathologie, t'as juste en deux mots, qu'est-ce que tu entends par Oui, pardon. psychopathologie? Non, non, il n'y a pas de souci. Non, oui, Moi, je oui, fais tout à fait, t'as moi, je suis raison. là, j'y connais Pose pas des questions. grand-chose. Je fais, ah bah tiens, c'est quoi psychopathologie en vrai? Non, mais c'est bien de rappeler parce que tu sais, en tant que professionnel, parfois, enfin, on essaie ici toujours d'utiliser des mots voilà, qui puissent être le mieux compris par tout le monde. Mais c'est vrai que parfois, voilà, des automatismes viennent et j'utilise des mots qui font pour moi sens. Donc, merci Yannick pour ta Bon, question. avec plaisir, pure curiosité. Euh, Donc, la psychopatho, en fait, c'est tout simple. C'est tout ce qui va être considéré comme trouble ou maladie mentale. En fait, c'est tout ce qui sort du Ok, très bien. normal. Ok, très Voilà. bien. Tout ce qui est pathologique, tout ce qui est dans une dimension la psychologique. Ok, Euh, super, je pense que hyper clair en tout voilà. cas pour moi. Ouais. Nickel. Et donc, il y a en psychologie, il y a deux grandes références. Il y a le DSM et la CIM, qui est la classification internationale des maladies. Et en général, en psychologie, on utilise du coup plus le DSM, et les deux sont à prendre en compte. Enfin, c'est pas grave si vous ne retenez pas les noms, mais c'est juste pour vous dire sur quoi je me base, de quoi je parle en fait. C'est les Voilà. sources, quoi. Voilà, c'est les sources, hein, comme ça, pour aller vérifier tout ce que je raconte. Savoir si je dis pas des conneries, ce qui est aussi OK. Hein. N'hésitez pas, Pas voilà, de problème. si voilà, vous pouvez aussi vérifier ce qu'on raconte. Hein. On prétend pas détenir la vérité absolue, hein. Non, exactement. Donc, au niveau des classifications, en fait, donc tout ce qui est traumatisme, ça peut engendrer ce qu'on appelle des états. Donc, il y a l'état de stress post-traumatique que tu as commencé Mhm. à évoquer.
Et il y a un autre qui est l'état de stress post-traumatique complexe, qui Ouais. correspond au trauma complexe. À savoir que pour l'instant, le trauma complexe, il est reconnu que par une des je vais arriver, par une des Ok, deux entités que j'ai évoquées, ok, qui est la intéressant. CIM. Donc, c'est pour vous montrer aussi la complexité des catégorisations en psychologie et que ça peut changer en fonction des époques et tout le monde n'est pas forcément toujours d'accord. Puis ça Voilà. peut prendre du temps aussi. Je sais qu'il y a Ouais. des pathologies qui sont maintenant, en fait, on va dire, pleinement acceptées, comprises, etc. Mais elles Mhm. mettent du temps à rentrer, en fait, dans ces papiers. Parce que si je ne m'abuse, en tout cas du côté américain, je crois qu'il y a ils le mettent à jour une fois tous les plusieurs années. Genre, je crois que c'est presque 10 ans, mais en fait, où ils les mettent à jour. Oui, c'est le DSM que tu évoques. Ok, C'est voilà, ce que je disais. Ouais, c'est c'est ça. le C'est DSM. la Bible des psychiatres. Et en fait, c'est la référence occidentale. C'est américain, mais en fait, on utilise ça en France Ok, aussi. ouais. Mais je sais que ça Donc, pose certains problèmes parce que, par exemple, il y a un sujet que j'aime beaucoup, c'est l'addiction aux jeux vidéo. Et pendant mhm. très longtemps, il n'était même pas du tout catégorisé dans ces choses-là, alors que les recherches, les trucs avaient largement avancé, mais il a fallu attendre 10 ans pour que ça passe dedans. Et je pense que pour les traumas, ça doit être un petit peu ça aussi. On est en transition peut-être. Ben, sachant qu'en plus, les traumas, c'était vu au début, en fait, ça a commencé je crois que c'est à la Première Guerre mondiale qu'ils ont commencé Mhm, à se mhm. questionner là-dessus. Et en fait, c'était perçu comme quelque chose lié à la personnalité, que ce serait en fait des gens qui seraient faibles. Hmm. Et du coup, c'était pas du tout comme c'est perçu aujourd'hui. Il Non, y a toute une effectivement, histoire de loin. derrière et tout ce que tu évoques, ça fait tout à fait sens. Mais en général, c'est un peu comme ça pour tous les troubles. En vrai, parce qu'il y a quand même une dimension très normative et culturelle de ce qui est accepté ou pas. Et vraiment, au début, donc l'état de stress post-traumatique qui est défini tel quel aujourd'hui, c'était pas comme ça à la base, hein. À la base, c'était vraiment, Hmm. oh, mais ils sont faibles, en fait, on va leur donner des chocs électriques ou des choses comme ça pour que, Ouais, ouais, ouais. pour Mais que c'est ça important, aille ça mieux. montre que Mm. c'est vraiment un sujet qui se développe de plus en plus et qu'on comprend de mieux en mieux, en fait, les traumas. Oui, tout à fait. Exactement. Mais en vrai, comme tout élément en psychologie, mais les traumas prennent de plus en plus de place, sachant qu'en fait, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de troubles actuels qui sont très liés, en fait, qui ont des sources traumatiques, en réalité. Tu Mhm. parlais là des conduites addictives, des addictions. En fait, il y a énormément de personnes qui rentrent dans les critères de l'état de stress post-traumatique, qui ont des conduites addictives. Et derrière, tu as beaucoup aussi de traumas complexes. En fait, Mhm. c'est assez lié. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont quand même liées au trauma. Je dis pas que tous les troubles sont liés au trauma, mais de plus en plus, on se rend compte quand même que c'est très lié. Ok, intéressant. Donc la différence entre trauma, enfin PTSD et trauma complexe, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Ouais, tout à fait. Donc, dans l'état de stress post-traumatique, donc je dis état, parfois on dit trouble. Mais je préfère dire état parce que j'aime pas la notion de trouble, surtout dans ce contexte-là. En fait, le principe, c'est un trauma de type 1 qui Mhm. a un début et une fin. C'est-à-dire que l'événement auquel la personne a fait face, ça a été un événement unique, donc elle a été exposée à un événement qui a été menaçant pour elle ou qui a touché à son intégrité physique. Soit elle a été exposée directement, soit en étant témoin, donc en voyant Hmm. quelqu'un, par exemple, se faire agresser, ou Ouais, soit ça peut être aussi en apprenant. Par exemple, on apprend que quelqu'un de sa famille a eu une agression sexuelle, par exemple. ok. Il y a aussi pas mal de subtilités hein, dans tout ça. Donc, c'est pas uniquement j'ai vécu l'événement. Ça peut être aussi une exposition indirecte. C'est Et important ça, ouais. ouais. Et on a aussi ce qu'on appelle les traumas vicariants. Et ça, on le retrouve aussi chez, par exemple, les psychologues, les psychiatres ou les soignants qui développent en fait un traumatisme en aidant des personnes qui ont vécu des traumatismes. Il y Mhm. a aussi pas mal de recherches qui ont été faites là, ces dernières années sur trauma vicariant. Trauma vicariant, ça veut dire, vicariant, c'est par apprentissage en fait. Euh, donc exposé indirectement. Ouais, c'est intéressant parce que ça met encore une fois, hein, en avant le fait qu'on peut avoir ce genre d'état qui viennent, même si on n'a pas l'impression que c'est justifié, en fait. Et Mm, ça, c'est un mm, truc. Moi, j'ai fait une formation en psychologie d'urgence
pour le sauvetage et ce genre de choses. Et en fait, c'est aussi ça qu'on remarque, c'est que des personnes auxquelles on pense pas, c'est ceux qui sont intervenus, c'est ceux qui ont vu, c'est Mm. ceux qui étaient juste proches, ou même les proches qui sont arrivés ensuite sur place, Ouais. etc. Et en fait, c'est comme une arborescence en fait de personnes qui peuvent être touchées par un seul événement. Et plus on s'éloigne de l'événement, et plus souvent on remarque que les personnes, malgré qu'elles soient touchées, elles ont l'impression que c'est pas justifié et qu'elles en ont pas Mm. besoin, et qu'en fait elles sont OK alors qu'elles le sont pas forcément en fait. Donc ça hyper intéressant. Ouais. Ouais. Puis il peut y avoir des incompréhensions, de se dire, mais moi, je l'ai pas vécu, pourquoi je ressens ça, en Exact, fait. ouais. Mais c'est tout à fait possible et ça fait tout à fait sens. Euh, donc, ce qui va différencier donc ce trauma-là de type 1 du trauma complexe, c'est que c'est vraiment Mhm. là, on est sur un événement unique. OK? Et en fait, il devient état de stress post-traumatique quand on a des réactions qui sont au-delà de 1 mois. Juste pour OK. distinguer. Parfois, en fait, tu peux avoir, je sais pas, pendant 5 mois, 1 an, t'as rien. Et puis là, ça se déclenche. Après l'événement, je parle 5 mois, 1 an après l'événement. Et il y a un autre état qui est l'état de stress aigu, où là, c'est juste après l'événement. Mais c'est OK. les mêmes manifestations, mêmes symptômes. Je vais pas vous détailler tout parce que j'ai pas envie de vous perdre, mais je vais vous donner Non, mais c'est les grosses intéressant, hein. Ouais. catégories. Donc, 3 éléments principaux dans l'état de stress post-traumatique, ça va être ce qu'on appelle les symptômes d'intrusion. Donc, tout ce qui est, on appelle ça des réviviscences, c'est-à-dire d'avoir l'impression de revivre l'événement alors que l'événement est passé. Donc, ça va être tous les cauchemars, les flashbacks, les souvenirs, les réactions dissociatives aussi. Et donc, en fait, c'est vraiment, enfin, les personnes peuvent décrire aussi cette impression d'être folle parce qu'en fait, elles vont avoir des images comme ça qui leur viennent à l'esprit, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe autour d'eux. Et ça peut jouer sur aussi la perception de soi. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vraiment se questionner. C'est aussi pour ça que c'est important pour moi d'en parler, de démocratiser ça, pour montrer en fait que c'est des choses, entre guillemets, des réactions, entre guillemets, normales face à Mhm. des événements en fait qui sont pas normales. Ces Ouais. choses-là qui devraient pas arriver. Euh, donc vraiment, cette sensation, voilà, j'ai des flashs, je revois ce qui s'est passé. Parfois, ça peut être des bribes de l'événement. Et en fait, ça va être déclenché par des éléments soit extérieurs. Par exemple, on entend un bruit qui inconsciemment nous rappelle, si tu parles par exemple là de la guerre, tu vois, une porte qui se claque, Mhm. un bruit similaire à, je sais pas, une bombe qui tombe à côté de nous. Et hop, là, ça peut déclencher. Donc, symptômes pardon, d'intrusion. Deuxième élément, c'est les stratégies d'évitement. Justement, là, j'évoque, on a un élément déclencheur qui va créer ces sentiments-là d'intrusion qui sont aussi avec une importance émotionnelle, hein, parce qu'on a vraiment l'impression de Bien revivre sûr. l'événement. Donc, on va essayer d'éviter, du coup, tous les potentiels déclencheurs. Donc, ça peut être des personnes qui vont, dans les cas extrêmes, entre guillemets, qui peuvent ne plus vouloir sortir de chez elles parce qu'en fait, tout devient possiblement source de danger et réactivant. Donc, c'est éviter des lieux, des personnes, des activités, des situations, mais OK. ça peut être aussi éviter les pensées. Ah bah, c'est ce que j'allais te demander, si c'était Mm, aussi considéré la même chose, les évitements de tes émotions, de ton état interne, donc avec tout ce qui est addiction, avec tout ce qui est exactement. ce genre de Ouais. choses. OK, donc c'est dans le même bloc. OK. Ouais, c'est ça. Ça fait partie des stratégies d'évitement. Et donc, exactement ce que tu donnes l'exemple avec l'addiction, c'est bah, je vais prendre la drogue pour pas ressentir mon émotion ou pour pas penser à ces événements-là qui ressurgissent comme ça sans que je le contrôle. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est vraiment incontrôlé. C'est des choses qui viennent comme ça sans que la personne ne puisse y faire grand-chose. Je l'ai dit, intrusion, évitement. Et le troisième élément, c'est ce qu'on appelle une hyperactivité neurovégétative. Alors, c'est pas un gros mot comme ça, mais en fait, c'est pour décrire tout ce qui va être suractivation de son système nerveux.
Mhm. Donc, ça peut se manifester par de l'hypervigilance, par des troubles du sommeil, difficulté aussi à se concentrer. Mhm. Ça peut être des réactions de sursaut exagérées, comme j'ai un peu expliqué là, avec le déclencheur. Hop, tout de suite, là, j'imagine. Parce qu'en fait, faut imaginer que c'est des personnes qui, leur cerveau pense être en danger quasiment constamment, Ouais. en fait. Euh, donc, si tu te sens en danger, tu vas réagir d'une certaine manière. Et ça peut être aussi des troubles de l'humeur, tout ce qui va être Mhm. irritabilité, colère, et ça peut aussi s'accompagner de comportements autodestructeurs. Donc il y a aussi pas mal de Ouais, il y a beaucoup de choses, conséquences. hein. Ouais. Il y a Je beaucoup de sais choses. qu'il y a aussi tout ce qui est problème digestif, qu'on n'y pense pas forcément. Mais Mhm. quand tu es tout le temps en mode survie, un petit peu tout le temps comme ça, eh ben, ton corps, il n'est pas dans un état où il peut digérer les choses. Et ça, c'est des trucs qu'on pense pas vraiment. Mais en fait, cet état-là, il a un impact physiologique énorme en fait sur le fonctionnement du corps. La cortisol trop élevée à l'intérieur du corps, donc toujours ce système de stress Mm. toujours présent, etc. Le système cardiovasculaire qui est toujours très haut. Donc, Ouais. toujours un débattement de cœur toujours un peu trop élevé, tu fatigues ton cœur, tu fatigues ton corps. Toujours le sang qui est beaucoup plus dans les muscles, dans les tensions, etc. Donc, en vrai, c'est très vaste, toutes les manifestations de Mm. ça dans le réel. Et je pense que ça, c'est important parce que c'est peut-être un truc on est moins, c'est moins connu en fait que les traumas et ce genre d'état-là ont un impact physiologique Mm. mesurable dans le corps, en fait. Tout à fait. Il y a un super livre sur le sujet qui est accessible grand public, hein. C'est pas un livre Hmm. treating psychologie. C'est Le corps n'oublie rien. Je sais pas si tu as déjà entendu Non, parler pas particulièrement, mais de Bessel van der Kolk. Alors, je prononce peut-être très mal son nom, mais on les pourra le gens noter trouveront. en description. Mais justement, c'est exactement ça. En fait, c'est que il y a un souvenir corporel, physiologique de l'expérience traumatique. En fait, Mhm. l'expérience est dans le corps et d'où les manifestations, ce que tu décrivais là, les manifestations somatiques. On peut aussi avoir des maladies qui peuvent être Ouais. aussi liées à ça, des problématiques physiques qui sont en source un événement ou des événements de vie traumatique. Donc c'est vraiment c'est envahissant. Enfin ça a un impact énorme sur énormément de choses et puis c'est une souffrance aussi super importante. Non, c'est hyper intéressant. Je sais qu'il y a même pour l'instant, c'est plus des théories, mais ça commence à être de plus en plus développé et étudié. C'est que, comme tu disais, que ça développe des maladies comme la fibromyalgie, comme des formes d'auto-immunité, etc., qui pourraient être trigger à la base par des Mm, formes de traumatisme plus ou moins forts. Et ça, c'est incroyable quand on y pense. Alors, je dis ça ouais, comme si c'était fascinant et tout ça. C'est horrible, hein, on est d'accord, mais la mm, réalité, c'est que c'est dingue de voir à quel point, si on veut comprendre les problèmes qu'on peut avoir justement de trauma, les problèmes mentaux, etc. C'est pas uniquement dans la tête mm, que tu peux gérer tout ça. mm, C'est pas uniquement des gens comme on le pensait avant, qui sont faibles d'esprit, qui sont un peu fous, qui sont un peu traumatisés. Juste mm, ah, c'est dans ta tête, c'est dans ton truc. Non, 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 non. C'est vraiment dans le corps et dans mm, le cerveau même. Je sais qu'il y a des changements neurologiques ouais, qui se font en termes de perméabilité d'échange entre les différents hémisphères et ce genre de choses. Enfin, c'est dingue. Et je pense que c'est important que pour ceux qui nous écoutent de savoir ça, que ce que vous ressentez peut-être physiquement, etc., c'est pas juste un truc dû au stress. Genre, ah, c'est mm, parce que vous êtes stressé. Non, ça, il y a vraiment un ensemble de choses qui peuvent se manifester et qui sont importants à prendre en compte aussi, quoi. mm. Tout à fait. Et je vais parler un petit peu après des manifestations. Alors, pas trop rentrer dans le détail de la neuro, voilà, Non, mais non, juste mais d'expliquer un peu certains mécanismes qui sont importants, surtout dans le cadre d'agression sexuelle. Euh, je vais en parler après. Je voulais juste finir sur la ouais, avec classification. plaisir. Donc voilà, donc ça, c'est les trois effets principaux de l'état de stress post-traumatique. Ensuite, il y a le trauma complexe, du coup, qui est le complexe PTSD.
CPTSD. Et là, c'est un trauma de type 2 qui correspond en fait à une exposition prolongée à différents événements menaçants qui ont touché à l'intégrité physique de la personne. Et en fait, c'est des événements où la personne ne pouvait pas partir, en fait, ne pouvait pas s'enfuir. Comme ça, elle était coincée dans l'événement. Ok, Et en fait, ce type d'événement-là, c'est vraiment cette idée que ça va être répété, ça va être prolongé, ça va être sur une période de temps. Ce qui est différent, pour rappel, de l'état de stress post-traumatique, un événement unique. ok, ouais. C'est c'est plus ça, un état dans lequel on reste sur la durée. Exactement. Je sais il y avait des études qui avaient été faites sur les prisonniers Mhm. c'est ce genre de choses-là, en fait, hein, c'est ce type d'expérience. Ça peut être ça, ça peut être aussi tout ce qui est maltraitance Ok, dans oui, oui. l'enfance. Ok, Et il faut savoir aussi qu'un événement traumatique, c'est pas que quelque chose qui nous est arrivé, ça peut être aussi des omissions. Donc tout ce qui va être négligence, carence ouais. émotionnelle, carence affective, ça peut créer du trauma complexe. Hmm. Et on l'oublie souvent celui-là parce que on La s'imagine, enfin, négligence, ouais. ouais, c'est aussi un des éléments. On s'imagine un événement traumatique comme un truc horrible qui est arrivé à une personne, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des choses alors c'est beaucoup le trauma complexe quand même dans le développement, tout ce qui est dans l'enfance, l'adolescence, et c'est très lié à des traumatismes relationnels aussi, Mhm. traumatismes relationnels précoces. Et il y a aussi cette notion de qu'est-ce que l'enfant aurait dû recevoir, aurait eu besoin de recevoir et n'a pas reçu. Et en Donc un fait, avec manque de, en fait, c'est ça. ouais, un manque de, Ok, ouais, exactement. ouais. Et on entend bien quelque chose de prolongé, voilà, Mhm. qui dure dans le temps, qui est répété. Et typiquement, un enfant, il peut pas s'échapper de ces situations-là, en fait. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la personne va développer des stratégies, qu'on appellera des stratégies de survie ou de protection, qui vont en fait participer à la construction de sa personnalité. Et en fait, c'est ça aussi qui est important dans le trauma complexe, c'est que ça joue énormément sur la personne, son identité et comment elle se construit, qui est On plus... s'adapte, Ouais, exactement. C'est une question de pour survivre, en fait. c'est ça. T'as pas le choix, en fait. Pour survivre, tu dois développer des stratégies. Et une fois adulte, bah, c'est des stratégies qui sont plus fonctionnelles et des choses qui font énormément souffrance aussi. Donc en fait, on hérite des choses qu'on a appris pour survivre à un Mhm. moment de notre vie, et ensuite elles continuent de nous impacter, alors qu'en fait elles auraient plus forcément lieu d'être, ou peut-être que la situation a changé, etc. Mais c'est comme un fonctionnement profond que l'on a développé au fur et à mesure du temps, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que ça a eu son utilité, pardon, ça a eu son utilité à un moment, Mhm. parce que si ça s'est développé, c'est pas pour rien. Le cerveau humain, il est quand même plutôt Fascinant. efficace, voilà, fascinant. Si ça s'est développé, c'est que ça a permis à la personne de survivre. Sauf qu'en fait, et ça c'est un élément aussi du traumatisme, c'est que le, la personne, ou en tout cas son cerveau, son corps, pense qu'elle est toujours en train de vivre le trauma, alors que l'événement n'est plus là. D'où le fait que c'est dysfonctionnel et que ça fait souffrance. Parce qu'en fait, la situation est passée, mais pour X mécanismes neurologiques, ça n'a pas été intégré dans la mémoire de la personne, ou en tout cas, ça n'a pas été, enfin, la dimension, c'est une dimension émotionnelle en fait. Euh, bon, je vais pas rentrer dans les détails de neurologie parce que Non, non, mais je pense neurobiologie, moi, que non, mais ça donne plein de petites pistes. ouais, Après, voilà, plein de petites chacun pistes. pourra creuser plus ou moins Parce que dans dans ma tête, chaque il y a truc, plein mais d'informations qui arrivent. Je me dis, attends, non, là, ça ne dit pas quand même, parce que là, c'est un peu trop technique et tout. Donc, je suis en train de trier en même temps que je vous parle. Et puis, il faut Mais pas hésiter aussi, hein, de nous dire s'il y avait un sujet un peu spécifique, une mm, branche de ce sujet qui vous intéresse, vous qui nous écoutez. N'hésitez pas, hein, on peut aller mm, creuser mm. plus profond dans certains sujets avec plaisir, hein. Tout à fait. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir là dans ce que je disais, c'est que cette impression Mhm. de revivre l'événement ou Ouais, les événements
alors qu'ils ne sont plus là. Et donc, dans le trauma complexe, on retrouve les trois éléments que j'ai évoqués de l'état de stress post-traumatique. Donc, on a dit symptômes d'intrusion, hyperactivité neurovégétative et symptômes d'évitement. Et en plus de ça, il y a trois autres éléments. Le premier, c'est sur la régulation des émotions. En fait, on a un système de régulation des émotions qui est dysfonctionnel, qui est dérégulé, avec des personnes qui vont avoir du mal à gérer leurs émotions, qui vont être facilement débordées. Et là, on a ce qu'on appelle une hypersensibilité traumatique, en fait, qui est différente de l'hypersensibilité avec laquelle on est. Des personnes qui vont avoir du mal à se calmer tout seules et en fait qui vont être en hyper, donc on appelle ça une hyperactivation, c'est-à-dire qu'ils vont être trop activés émotionnellement par rapport à la situation telle qu'elle est en fait. Est-ce qu'on peut avoir aussi l'inverse? C'est-à-dire une forme d'apathie, parce qu'à un moment où si Mhm. ça devient trop, un petit peu trop, ouais, j'ai le chat qui se balade aussi, coucou. D'ailleurs, ça me fait penser, les animaux sont peuvent être beaucoup aidants, justement, pour Ok, les personnes qui ont vécu des traumatismes. On peut faire aussi des thérapies avec les animaux, enfin, alors sans forcément en tant que cadre de thérapie, mais d'avoir chez soi déjà des animaux, ça peut aussi avoir un aspect apaisant. ok, Voilà, petite... intéressant. Non, mais très intéressant. Je pense que la nature est très bon. Passer du temps en nature Oui. aussi et ce genre de choses. Mais bon, Mm. ça, c'est plein de petits trucs qu'on pourra revenir après, effectivement. Mais ouais, je me disais, donc, parce que je sais qu'il y a aussi des personnes qui ont vécu des traumatismes que j'ai pu rencontrer, qui ont l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elles semblent complètement déconnectées de leurs émotions. Au contraire, qu'elles ont vraiment beaucoup de peine à poser des mots sur ce qu'elles ressentent. Mhm. Moi, ça a été mon cas, plus de ce côté-là, tu vois. J'ai pas eu trop ce côté agité. Par moments, oui, mais c'est quand justement ça débordait, on va dire. Mais la majorité du temps, ça a été plus l'inverse de une espèce de distance avec Mhm. tout ce que l'on peut ressentir, comme une espèce de dissociation, mais même sans aller jusqu'à la dissociation, je pense qu'il est là aussi pour certaines personnes où vraiment on a cette impression de même plus être nous-mêmes et que on vit juste en observant une autre âme qui vit tout seul. Mais là, c'est vraiment beaucoup plus fort. Mais même juste ça, d'avoir l'impression de plus ressentir de joie, de tristesse, de machin, comme si on avait voulu se protéger en se disant, OK, bah, les émotions, non, trop. Ce que j'ai vécu, c'était trop. Émotionnellement, j'en ai trop souffert. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais plus rien ressentir du tout. Comme ça, Mhm. eh ben, j'ai plus de souffrance. Tout à fait. Et là, ce que tu évoques, c'est du coup l'inverse de l'hyperactivation, c'est l'hypoactivation. Ok. Et ça, c'est aussi une stratégie de survie, de protection. Et en fait, c'est une dissociation, on va appeler ça une dissociation plutôt émotionnelle, Mhm. avec une anesthésie émotionnelle. Et là, je vais vous expliquer le mécanisme. Bon, je le dis maintenant parce que de toute façon, j'avais prévu Bah, d'en avec plaisir. parler. Donc, une bonne transition pour expliquer le mécanisme. En fait, qu'est-ce qui se passe? La dissociation. Là, on va vous expliquer comment ça fonctionne, la dissociation. Vous faites face à un événement qui est menaçant, qui fait peur. Ça va déclencher dans votre cerveau une activation, ce qui s'appelle l'amygdale. En fait, c'est le centre du peur du cerveau. Et en fait, c'est tellement déclenché, tellement activé, parce que ça fait tellement peur, ça fait tellement souffrance, que si on laissait l'amygdale comme ça, si le cerveau laissait l'amygdale comme ça risquait de vous tuer, par exemple d'une Mhm. crise cardiaque. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour vous protéger, le cerveau va stopper l'amygdale et pour ça, il fait disjoncter. En fait, c'est comme s'il faisait disjoncter le circuit et il va vous faire dissocier. Et en fait, la dissociation, c'est la disjonction de l'amygdale. Votre cerveau vous dit, OK, là, c'est trop dangereux pour moi, je coupe tout, je ressens plus rien. Elle va péter, on coupe le courant. Voilà, Ok. exactement. On coupe le courant. Donc, couper le courant de ces émotions, donc anesthésie émotionnelle, je ressens plus rien. Et ça peut être aussi ce qu'on appelle, il y a dépersonnalisation et déréalisation. J'ai l'impression que je suis pas là en fait. Soit c'est comme si je sors de mon corps, donc c'est des gens qui vont avoir l'impression d'observer, de s'observer dans la Mhm. situation. Et ça c'est la dépersonnalisation. Et la déréalisation, c'est l'impression que je regarde un film en fait. Je Ouais. suis là.
mais c'est pas moi qui est en train de vivre ça. Mhm. Et cette dissociation, elle est à la fois du coup sur le côté émotionnel, le côté cognitif, avec, comme je vous disais, l'impression de ne pas être là, et aussi sur le côté physique. Mhm. C'est-à-dire que vous allez potentiellement être figé physiquement, ne plus bouger. Et en fait, ça, on le retrouve beaucoup aussi dans les personnes qui se font agresser, et notamment les agressions sexuelles. Et c'est important pour moi de parler de ça parce qu'on entend beaucoup, ouais, mais pourquoi elle s'est pas défendue? Ou alors elle aurait pu faire quelque chose, ou elle aurait pu partir. Et en fait, non, elle aurait pas pu. Non. Parce que le mécanisme de protection du cerveau à ce moment-là, c'était de la couper de toutes ses émotions et de la figer pour qu'elle ne ressente pas tout ce qui se passe. Et ça se déclenche aussi quand les autres stratégies de protection qui sont la fuite et le combat ne sont pas perçues comme possibles. C'est-à-dire que dans la situation, la personne, enfin, c'est pas conscient. Tout ce que je vous raconte, là, c'est pas conscient. Je vous Non, fais c'est en purement, c'est métaphore beaucoup plus avec, rapide, hein, c'est voilà. presque automatique. Je vous le décris comme ça en utilisant le cerveau, mais c'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est vraiment des mécanismes automatiques et qu'on retrouve d'ailleurs chez d'autres êtres vivants. Il y a le possum aussi je dis ça parce que j'ai l'image du possum, pareil, qui se fige, qui fait semblant d'être mort pour pas il soit mangé par un animal qui voudrait l'attaquer. Et Donc puis ça, ceux qui ont des c'est... chats l'ont sûrement déjà vu, Mm, la souris pour augmenter ses chances de survie à un moment où elle bouge plus. exactement. Et ben c'est pareil chez les êtres humains. Et c'est là où le cerveau, il se dit, OK, il n'y a pas possibilité de fuir. Si je combats, bah, ça va être encore pire. Hop, du coup, je me fige. Et on retrouve aussi ça avec les enfants. Typiquement, les enfants, bah, ils sont très vulnérables. Et ils se retrouvent surtout dans le cadre familial, intrafamilial. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Non. Donc, je m'anesthésie, je me fige. Et il faut vraiment penser que c'est un mécanisme de survie, de protection de votre cerveau. Et pour les personnes qui ont déjà vécu ça et qui peuvent ressentir de la culpabilité, de se dire de la honte aussi, et il Mhm. y en a qui peuvent se dire que c'est de leur faute parce que justement, elles n'ont pas réagi. Mais en J'aurais fait, dû faire ci, j'aurais voilà, dû faire ça. Ouais, ouais. exactement. Sauf qu'en fait, vous ne pouviez pas sur le moment. Parce que c'est vraiment un mécanisme qui vous a permis sur le moment, ou en tout cas ce que votre cerveau pensait vous permettre de rester en vie et de pouvoir survivre à ce qui se passait et qui était terrifiant et horrible. Mhm. Donc, vraiment, cette information, je vous invite à la partager parce que moi, ça me... Je sais que les gens, ils disent ça parce qu'ils ils connaissent pas les mécanismes du cerveau et Oui, que c'est juste de voilà. l'ignorance, hein, Mais c'est très voilà, c'est clair. ça. Mais de parler de ça autour de vous, surtout pour les personnes qui diront, oh, mais elle aurait dû se battre si c'est de sa faute, elle aurait pu faire quelque chose. Ben non, en fait, le cerveau, il fonctionne pas comme ça. Et donc ça, c'est la dissociation sur l'instant T, sur le moment. Et ça peut avoir des répercussions après, du coup, plus tard. Et en fait, ça explique pourquoi il y a tout ce qui est réviviscence, flashback, parce qu'en fait, quand le cerveau il fait ça, disons que c'est, pour ne plus que la personne ressente et toutes ses souffrances face à l'événement, il va isoler en fait la partie du cerveau qui est suractivée. Sauf qu'en fait, en l'isolant, ça va pas permettre d'intégrer l'expérience qu'elle est en train de vivre. En fait, ça la coupe des autres parties. Ce qui fait qu'en fait, la personne va, enfin, se souvenir, il va être coincé dans cette partie-là. Donc, c'est un souvenir émotionnel, du coup, qui va pas être intégré au reste des autres souvenirs et des histoires de vie de la personne. Ce qui fait que, eh bien, quand elle va être dans un moment où elle est en sécurité, où là, le cerveau, bah, c'est bon, il disjoncte plus, Ouais. ça revient. Mais en fait, ce qui revient, c'est le souvenir avec l'intensité émotionnelle, Mhm. d'où les flashbacks, les réviviscences. Et ce qu'ils ont pu constater aussi, c'est que c'est les personnes, alors je vais dire des femmes parce que c'est majoritairement des femmes, qui sont dans des relations avec un conjoint toxique maltraitant. En fait, comme elles sont tout le temps en état d'insécurité, c'est comme si elles étaient tout le temps en dissociation. Mhm. Et ce qui se passe, c'est que comme elles sont quasiment tout le temps en dissociation, elles ressentent pas
la souffrance et donc elle voit pas forcément le danger. En fait, ça impacte la perception qu'elles peuvent avoir du danger. Ce qui fait que bah, ça peut participer au fait qu'elles vont rester dans cette relation. Et c'est une fois qu'elles vont sortir que là, le cerveau se dit, OK, bon, là, y a plus de danger. Et ben, c'est là où tout peut commencer à venir. Oui, parce que c'est ça, c'est que il n'avait pas la possibilité sur le moment de processer les informations et de les traiter. Donc il les met de côté, comme une Mhm, mémoire tampon hein, sur l'ordinateur. On fait des tâches, on les met de côté, elles se mettent à la suite. Comme on a toujours des nouvelles informations qui rentrent de surveille qui sont prioritaires, on laisse le truc de côté, mais ça s'accumule. Et le moment où il n'y a plus ces nouvelles tâches prioritaires, parce qu'on n'est plus dans la situation où qu'on est juste, ou juste qu'on a un moment de tranquillité, peut-être pour certaines personnes, ça peut être le soir avant de s'endormir, par exemple, mhm, et ben, boum, toutes ces tâches, et le cerveau, il est là, genre, hé, on a toutes ces tâches en attente, c'est le moment, on va les traiter. Et là, il y a toutes les choses qui remontent, etc. Donc ça, c'est important de comprendre, c'est qu'elles n'ont pas été delete, en fait, ces non. informations. Elles ont été mises de côté. Elles existent toujours. Même physiologiquement, l'amygdale dont tu parlais tout à l'heure, elle n'a pas été arrêtée, en fait. C'est juste le signal qui Mhm, t'arrive pas. Mais elle continue de créer de la cortisol, elle continue de te maintenir dans un état de survie, de maintenir ton système nerveux en mode sympathique, etc. En fait, tout est encore actif. mhm, Et tout juste, à c'est pas fait. traité. C'est ça. En fait, c'est que ça l'isole. Parce qu'il faut savoir que dans votre cerveau, tout est connecté. C'est-à-dire que vous avez plein de parties dans votre cerveau qui ont chacun des rôles plus ou moins différents, mais tout est connecté, tout est lié. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que en isolant l'amygdale, ça la déconnecte des autres parties du cerveau. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus ou qu'elle agit plus, Ouais, en c'est fait. ça. Elle est toujours là, mais sauf qu'elle va pas être connectée aux autres parties du cerveau qui permettraient d'intégrer l'expérience. Et donc, C'est vicieux, hein. c'est exactement. Et en fait, ça peut créer aussi ce qu'on appelle les amnésies dissociatives. C'est quoi une amnésie dissociative? C'est du coup, puisqu'on a isolé l'amygdale, on l'a déconnecté des autres parties du cerveau, l'expérience n'est pas intégrée, ce qui fait qu'elle n'est pas intégrée à la conscience. C'est-à-dire que dans la mémoire, donc ça c'est l'hippocampe qui s'occupe de ça, la partie du cerveau qui s'occupe de la mémoire, normalement il y a un circuit qui va par exemple de l'hippocampe à l'amygdale au cortex préfrontal, là qui est tout ce qui est rationalité, jugement, questionnement. Et du coup là, quand on isole l'amygdale, elle est plus connectée à ces autres parties-là, ce qui fait qu'en fait, bah, ça peut créer cette amnésie. Il n'y a pas le souvenir conscient qui se forme. Sauf que le vécu, la personne a bien vécu ça, sauf que consciemment, elle ne s'en souvient pas. Et après, ça ressort à un moment donné dans sa vie, sachant que c'est pas parce qu'elle s'en souvient pas qu'il n'y a pas de manifestation. Oui, ça contrôle quand même sa vie en arrière-plan, quoi. Voilà. Euh, et ça revient. Et en fait, souvent, ça revient quand les personnes, elles sont entre guillemets bien dans leur vie. Pourquoi? Parce que le cerveau, il se dit, OK, bon, là, ça a l'air plutôt de bien se passer, il n'y a pas de danger immédiat. Allez, c'est bon, on va lui envoyer ça. Très intéressant, ça. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant. On peut peut-être s'attarder un tout petit peu là-dessus parce que bah, ça touche aussi la partie que je connais un petit peu mieux avec le côté méditatif, etc. Quand les gens ils commencent un processus où ils ont envie d'aller mieux, de se dire, tiens, ah, je me sens mal depuis quelque temps, je vais commencer à prendre soin de moi, refaire un peu de sport, méditer, justement, mieux manger, etc. Et un truc qui revient, c'est que au début, boum, pic, ça va mieux, le corps se répare, il y a plus d'énergie, il y a plus de trucs. Puis d'un coup, là, le corps, il va mieux, en fait, justement. Donc il se dit, hé, tiens, maintenant on a l'énergie, on a la capacité, la force de gérer des trucs. Et souvent, typique avec la méditation, c'est un passage que l'on voit avec, je dirais, bien plus de la moitié des gens, c'est qu'il y a une phase qui est difficile parce que au début, la méditation est vachement bien, ça aide sur plein de points, on voit les résultats, et au bout de quelques temps, eh ben en fait, ça devient plus difficile.
les méditations deviennent très désagréables parce que justement, il y a des souvenirs qui remontent, des états qui remontent. On peut avoir justement même sa vie qui part un peu en plein de choses Mm, qui remontent d'un coup et plein de trucs qui se manifestent dans sa vie quotidienne. Et les gens comprennent pas. Ils se disent, attends, je fais tout bien, je fais du sport, je mange mieux, on m'a dit que méditer, ça allait améliorer ma vie. Et en fait, bah, je me sens bien plus mal que dernièrement, en fait, alors que je fais toutes ces choses-là. Et on peut avoir ce truc mm, de se dire, donc en fait, c'est pas bon pour moi. Mais non, c'est que ça offre l'espace nécessaire pour soigner plus en profondeur des choses qui ont besoin d'être faites. Et c'est là où je pense que c'est des moments excellents pour aller voir peut-être quelqu'un, un thérapeute, etc., qui va prendre en charge ce côté-là, ces choses un peu non résolues, etc. mm, 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 Mais je pense que c'est hyper important de savoir ça parce que potentiellement, si des gens nous écoutent là, c'est qu'ils ont envie d'aller mieux, que mhm, peut-être ils sont dans vous êtes dans cette phase-là de se dire bah, ok, j'ai pris conscience de certaines choses dans ma vie et voilà, je veux m'en libérer, je veux aller mieux, etc. Je pense que c'est important de savoir qu'il peut y avoir justement des moments comme ça où ça va remonter, c'est là où il faut potentiellement être accompagné parce que c'est pas facile à vivre tout seul quand ça remonte et que bah, ça fait partie du processus de guérison en fait. mm, mm, tout à fait. Et ça peut être violent, enfin, parce que tu imagines, tu as des. Enfin, là, quand je pense, tu vois, au tout ce qui est réviviscence traumatique, surtout si tu as une amnésie traumatique, tu as des choses qui te reviennent. Enfin, c'est. Tu dis, mais est-ce que enfin, ce que je dis tout à l'heure, est-ce que je suis folle ou quoi? Enfin, c'est quoi ces images-là? Et par le passé, enfin, il y a aussi ça sur les diagnostics. Alors, un peu moins maintenant, mais ça pouvait être interprété comme de la schizophrénie. Des Ok, gens qui avaient des hallucinations. ouais, Alors qu'en fait, avec le temps, ils se rendent compte que c'est pas bah pareil. c'est pas pareil et que en fait, c'est pas des hallucinations, c'est des choses qui sont réellement passées qui reviennent à la conscience. Puis c'est pas facile hein, de faire le tri dans tout ça entre ce Mm, qui peut aussi, parce que ça peut être mélangé. Il faut pas non plus dire que tous ces images qui peuvent revenir sont forcément vraies, sont forcément réelles. Il peut y avoir plein de choses. Il y a aussi, on sait qu'il y a aussi des personnes qui ont pu avoir l'impression d'avoir vécu des traumas et qui en fait n'étaient pas vraiment, ou c'est des choses qui étaient arrivées à d'autres personnes mm, et dans leur enfance, ben, et puis d'un coup tout se mélange, etc. Donc c'est pour ça que je pense que, et je pense dès qu'on parle de trauma, c'est là que c'est très important d'être accompagné. Parce ouais. que pour faire le tri de tout ça, Mm, c'est pas si simple. C'est pas si simple. ouais, tout à fait. C'est très complexe ce truc. Et Je suis d'accord. ouais, et je pense que oui, c'est important aussi d'avoir des professionnels qui soient formés aussi sur ça et sur d'autres, enfin sur différents sujets. Parce que faut quand même avouer que le trauma complexe, c'est quand même assez récent. Et qu'en France, moi, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Et il y a plein de. Enfin, moi, j'ai la chance dans mon université où j'ai des personnes qui s'y connaissent et qui ont été formées à ça. Enfin, en tout cas, les psychologues qui nous enseignent. Mais c'est pas le cas de partout. Euh, donc voilà, c'est juste pour dire aussi un petit point là-dessus sur la formation et sur les informations incomplètes qu'on peut recevoir. Après, enfin, je sais que dans ma profession des psychologues, on a des auto-formations enfin, continues, parce que comme Ouais. on travaille enfin, avec les êtres humains, en fonction des sciences qui se développent, mais souvent, le trauma complexe, voilà, c'est quand même quelque chose de récent, ça a pu ne pas être perçu et pas vu, et, et c'est Et je pour pense ça que c'est il y a important d'en encore de parler. quoi faire, qu'on n'a pas Ouais, encore tout compris, ouais. quoi. Ah non, 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 non. Voilà, donc j'en étais à voilà, déréguler. Donc je répète, parce que du coup on a un petit peu dérivé, mais en tout cas c'était important de parler de ça aussi, sur les manifestations du trauma complexe. Donc je vous avais dit, il y avait trois éléments en plus par rapport à l'état de stress post-traumatique. Donc j'ai parlé de la dérégulation des émotions. Il y a aussi des croyances négatives sur soi Ok. avec sentiment de honte, culpabilité, sentiment d'échec. Des personnes aussi qui ont le sentiment d'être à part, en décalage des autres, qui ont l'impression que personne ne peut les comprendre. Et en fait, ça joue aussi du coup sur la manière dont on se perçoit soi-même, mais aussi dont on perçoit le monde et les autres.
Ouais. Parce qu'en fait, derrière, il y a les autres sont des dangers, finalement. C'est-à-dire que d'interpréter l'autre, parce que comme je vous disais, les traumas complexes, c'est beaucoup lié à des traumatismes aussi relationnels. Donc de percevoir les autres êtres humains comme potentiel danger. Et en plus, c'est une grosse dévalorisation de soi qui est liée à ce qu'on a vécu et aussi à comment ce qu'on a vécu a pu être géré ou pas euh, par les personnes de notre entourage. Donc il y a une grosse dimension aussi sur la perception de soi Ouais, qui est... l'estime de soi, hum, hum, etc. hum. Tout ça qui. Il y a d'ailleurs un épisode hein, sur l'estime Oui, de soi. Je fais la petite parenthèse pub, mais si ce sujet, cette partie-là vous intéresse, il y a un épisode, genre je sais plus ouais. combien c'est, mais il s'appelle Estime de soi. Donc C'est pas pas trop dur à confiance en trouver. soi, Confiance c'est en soi ou confiance en estime soi, de je soi, crois. un des deux. Ça reste un peu le même. Euh, Sachant que enfin, les croyances aussi négatives sur soi, on peut les retrouver chez les personnes qui ont un état de stress post-traumatique. C'est pas que lié Ok. enfin, c'est pas spécifique au trauma complexe, mais les croyances négatives sur toi, c'est vraiment une des caractéristiques du diagnostic du trauma complexe. Parce que, comme je disais, ça joue sur pardon, la construction de la personnalité. Et notre personnalité, ça comprend aussi comment on se perçoit, comment on se définit. Et on avait fait d'ailleurs un épisode sur l'identité. Et oui, parce que effectivement, l'identité, ça peut être fortement lié au trauma. Tout à Notre fait. sens de l'identité peut se construire sur des traumas. Bah, dans le trauma complexe, Et c'est totalement ça. Et ça joue du coup aussi sur la perception qu'on a de soi, mais aussi sur nos comportements. Mhm. Donc là, j'ai parlé des émotions. Là, ce que je vous évoque sur la perception de soi, c'est tout ce qui est pensée, cognition. Et ça joue aussi sur nos comportements et de comment est-ce qu'on va agir euh, dans le monde aussi. Et il y a notamment sur ça un livre qui vient de sortir en français. J'étais très heureuse quand j'ai vu qu'il a été traduit. Il est sorti en novembre dernier. J'ai juste noté le titre parce qu'il est assez long pour pas me tromper. Mhm. Ça s'appelle Le trouble de stress post-traumatique complexe, de la survie à l'épanouissement. Comment se remettre des traumatismes d'enfance. Et c'est Pete Walker, un psychologue qui a écrit ce livre. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il est sorti il y a très longtemps. Voilà, Alors, quand je je sais pas si disais c'est juste la que... traduction qui est longue, mais alors de Dieu, ça c'est du titre. Hein. Mais en anglais, je l'ai là en plus en anglais. En vrai, puis, enfin, j'ai donné tout le titre, mais en soi, c'est le trouble de stress post-traumatique complexe et la survie à l'épanouissement. Enfin, là, je vois le livre en anglais, c'est ça. Oui, il est très long, le titre, mais je vous le réécrirai, voilà, parce Ça que marche. je vous le réécrirai. Et en fait, ce qu'il explique, Pete Walker, dans son livre, c'est qu'en fait, il a théorisé 4 types de personnalités traumatiques qui sont liées en fait aux différents comportements de protection. Donc, on a évoqué tout à Ok. l'heure la fuite, le combat, le figement, Mhm. donc la dissociation, et le dernier, c'est la soumission. Et donc, en fait, ça fait sens aussi avec ce qu'on évoquait, c'est qu'en fonction des stratégies développées pour la survie, en fait, ça peut devenir un peu nos stratégies dans toute notre partie de vie. C'est Donc, ça, ouais. un exemple sur je vais y arriver, l'évitement, donc les stratégies de fuite, ça peut être par exemple des personnes qui sont toujours dans l'action, qui sont toujours en train de faire des trucs, qui sont workaholiques, tu vois, les personnes qui s'arrêtent jamais. Et en fait, derrière, peut y avoir évitement de quoi? Bah, de ces émotions, Mhm. de ce qu'on ressent, évitement potentiellement aussi des pensées, D'être avec soi. d'être avec soi, exactement. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails si ça vous intéresse que j'en parle plus un petit peu de ce livre et tout. Vous nous direz par message, oui, par message, sur le compte Insta ou sur YouTube en commentaire. Mais franchement, ce livre, je dirais, il est génial. Il est Enfin, pépite. c'est une pépite. Voilà. De voir un petit peu l'impact que le trauma complexe peut avoir sur notre vie et puis il donne aussi plein enfin d'outils, entre guillemets, ou enfin de choses pour s'aider aussi. Voilà. Donc ça, c'est juste pour faire le point sur la dimension comportementale aussi et de voir à quel point, en fait, ça peut impacter
sa vie et la construction de son identité. Alors moi, il faut juste que je donne à manger au chat qui est en train de me Je te vois réclamer depuis tout juste à là en l'heure, là, bas. regarde. Mais oui, mais c'est parce que sinon elle va commencer à crier. Donc Alors, on fait on un va petit genre prendre, interlude. voilà, petite interlude, je ferai un petit cut, comme ça vous n'avez pas besoin d'attendre pendant 2 heures. Mais je vais juste lui donner à manger et je reviens. Be right Vas-y. back, comme on dit. Ah bah c'était rapide, ça va. J'avais déjà la petite gamelle Ah, il était préparée. prêt. Il C'était était juste prêt. que je peux pas les laisser en bas parce qu'il y a un chien et 2 chats. Alors après, sinon, ils mangent les nourritures des autres et en fait, ils ont tous des nourritures différentes parce qu'il y en a une qui a des petits problèmes de reins, une qui a des petits problèmes digestifs. Alors, ils n'ont pas les mêmes croquettes. Enfin, tu vois C'est toute une organisation. Je l'organisation, vois. exactement. Ok. Donc, désolé pour l'interruption. Pas de souci. Ça a fait une petite respiration, hein, parce que là, Exactement. on vous balance pas mal d'informations quand même, et je pense que ça peut faire beaucoup réfléchir aussi, ce qu'on évoque. Donc je vais enchaîner sur le troisième élément Mhm. du traumatisme complexe qui est les difficultés relationnelles. Donc en fait, c'est des personnes qui ont des difficultés à maintenir des relations avec les autres êtres humains et à se sentir proche des autres. Ok. Donc le fait de se sentir seul, de se sentir incompris, d'avoir du mal à faire confiance aux autres, parce qu'il faut quand même penser que, comme je disais, le traumatisme complexe, c'est des traumatismes souvent relationnels. L'autre a été source de danger, de souffrance Ouais. pendant une longue période de temps, si ce n'est pas pendant toute son enfance. Donc tu comprends bien qu'une fois adulte, c'est compliqué de faire confiance aux gens. Voilà. Ou alors, on peut avoir même la recherche d'avoir la validation des autres, etc. Parce qu'on pourrait se dire, Mhm. OK, bah alors ça veut dire que c'est que des gens qui ont coupé toute relation avec les autres, qui ont de la peine à faire confiance, etc. Mais il peut y avoir aussi des gens qui vont rechercher la validation, l'attention et l'amour qu'ils ont Mhm. peut-être pas eu. Surtout si j'ai des personnes qui ont pu être négligées, dont on parlait que ça peut aussi être des formes de trauma et ça peut bah, se répercuter sur des personnes peut-être qui ont de la peine à dire non, qui vont tout accepter, Mhm. ce qu'on appelle les people pleasers, tu vois, Mhm. qui veulent toujours faire plaisir aux autres, qui veulent toujours se sacrifier, etc. Et malgré leur bien-être et leur sécurité, etc., juste pour que bah, on ait cette validation, cet amour de la part des autres. Donc ça a fait beaucoup d'impact hein, dans notre vie quotidienne et adulte même. Tout à fait. Et ben là, ce que tu évoques, c'est la partie soumission de la personnalité du livre là que Voilà, c'est ça. j'évoquais. C'est exactement ça. C'est le fait de plaire à l'autre, d'essayer toujours de l'arranger, d'éviter les conflits. Parce qu'en fait, c'est aussi une stratégie de se dire que si je fais comme l'autre, il veut que je fasse, ben, il va pas me faire souffrir Il va ou, pas se ou je mettre en vais pas être en danger. colère, il va pas. Voilà. Ouais. Et à nouveau, c'est stratégie. Mais ça, c'est aussi les enfants, tu vois. Ça peut être les enfants qui vont faire tout ce que les parents leur disent parce qu'en fait, ils savent, donc ça, c'est inconsciemment, consciemment, mais en tout cas, ils savent que bah, si ils font un truc qui peut énerver le parent, bah, soit ils peuvent avoir des violences physiques ou alors des maltraitances. Et du coup, comme ça, tu apprends à, OK, bah, je vais faire tout comme le parent il me dit. Et en fait, une fois adulte, ça se généralise Hmm. à tout le monde. Donc ça, c'est aussi une stratégie de protection qui peut du coup après créer une personnalité en fait, une partie de soi. Il y a cette dimension-là et il y a aussi le fait de se victimiser ou de victimiser les autres. Et puis ça va être aussi des personnes du coup qui vont être plus à risque d'avoir d'autres traumas une fois adultes en fait. Et il faut aussi penser que c'est des personnes qui possiblement ont été maltraitées toute leur vie, qui connaissent que ça, et donc ils vont se retrouver aussi dans des relations maltraitantes, parce que c'est comme ça qu'ils connaissent que ça en fait, donc ça paraît entre guillemets normal. Euh, et du coup après d'où le cercle vicieux et l'impact important que tout ça, ça peut avoir. Voilà, gros morceau. Waouh! Non, mais c'est hyper intéressant et ça, on pourrait se dire, hein, tu vois, on a discuté un tout petit peu avant et puis on se disait, est-ce que ça va faire trop
genre enseignement, etc. Mais je pense qu'en fait, c'est tellement important. Ce que tu viens de faire là, ça permet de comprendre. Et je Mhm. pense que comprendre, pas forcément d'où ça vient, mais comprendre juste ce qui se passe aujourd'hui en nous, je pense que c'est extrêmement important pour la guérison. De savoir que des petites choses, tu vois, de comprendre que bah, le fait de figer, le fait de rentrer dans ces types d'états, d'éviter, d'être sensible aux addictions, d'être sensible à tel comportement, qu'en fait, c'est pas, entre guillemets, je vais dire, de notre faute. Alors, ça veut pas dire que Mhm. c'est pas qu'on peut pas agir dessus, hein, mais ça veut dire que bah, c'est notre corps qui a essayé tant bien que mal de faire au mieux avec ce qu'il avait comme possibilité à ce moment-là, de comprendre que bah, ça se manifeste dans notre vie de plein de manières différentes, que bah, ça a un impact, que c'est pas que dans notre tête, que c'est pas... en fait, toutes ces petites choses-là, de comprendre que c'est OK de vivre ça et que c'est valide, entre Mhm. guillemets, parce que ça s'explique neurologiquement, psychologiquement et au niveau du comportement, tu vois. Je trouve que c'est extrêmement important et dites-nous hein, en commentaire si ça vous aide de comprendre aussi un petit peu votre fonctionnement pour aller mieux. Mais à titre personnel, ça a été en grande partie ma voie de guérison, c'est de comprendre ce qui se passait. Alors, de faire ces introspections, de comprendre mes fonctionnements, de me renseigner sur les fonctionnements de mon mental, de la neurologie et de ce genre de choses. Ça m'a beaucoup aidé. Euh, Mhm. je pense pas qu'on peut faire que ça, mais je pense que ça aide énormément. Mhm. Tout à fait. Et je veux juste rajouter là, parce que j'ai parlé pas mal de ce qui est considéré comme du psychopathologie, Mhm. considéré comme trouble et tout. Mais en fait, les manifestations que je vous donne, on peut aussi les retrouver autres que dans un trouble spécifique. Par exemple, tout ce qui est combat, fuite, fuyement, soumission, c'est aussi des... On a tous et tous, en fait, ces Bien sûr. mécanismes-là. Et en fait, après, ça va jouer sur l'intensité, la souffrance que ça provoque chez la personne et aussi sur, dans sa vie tous les jours, en fait, comment ça l'impacte. Donc, il n'y a pas que la dimension psychopatho. En fait, toutes les informations là que je vous donne, ça peut être utile aussi rien que pour vous. Faut savoir que ça peut être Tout à d'une fait. intensité différente, mais c'est pas que lié à quelque chose euh, de, de, de trouble, quoi. Mhm. Euh, Non, non, de voilà. toute façon, hein, le système nerveux, typiquement, les états du système nerveux, on les a tous, hein. Mm, mm, mm. Et on peut se bloquer dans un mode survie, etc., parce qu'on vit une période de stress, même parce qu'on mange mal. Il y a des choses Mhm. qui peuvent impacter au niveau de la microbiote intestinale et des choses comme ça qui peuvent influencer notre système nerveux, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir vécu un trauma pour avoir tous ces états-là. C'est pour ça que si vous vous reconnaissez dans ces choses-là, ça ne veut pas forcément dire que vous avez vécu un trauma et que vous vous en souvenez plus, etc. Ça peut, Oui. mais On ça ne veut pas peut créer être du trauma à aussi... tout le monde. Voilà, non, c'est ça. C'est que ça peut être Mm, ça, ça mm. peut ne pas l'être. Honnêtement, nous, on n'en sait rien. Pas comme ça en ne vous ayant jamais vu. Moi, même en vous ayant vu, c'est pas mon domaine. Mais, mais l'idée, c'est que, par exemple, typique le système nerveux, ça, c'est des choses que je travaille beaucoup avec les gens qui viennent me voir pour la méditation et ce genre de choses. Et des personnes que j'accompagne, on travaille sur leur système nerveux, mais elles sont pas du tout traumatisées, elles ont rien vécu de... À ce moment-là, en tout cas, c'est pas quelque chose qui dirige leur vie, etc. Mais typiques, elles sont dans une situation aujourd'hui de stress au travail, etc. Et elles arrivent peut-être pas à recalmer leur système nerveux, à sortir de ce mode un petit peu de survie, etc. Et ça, c'est voilà, pas besoin d'être traumatisé Mm, pour pouvoir vivre ces choses. Et même si on s'est soigné, si on a amélioré sa vie au niveau de ses traumas, qu'on a peut-être fait une thérapie et tout ça, ça ne veut pas dire qu'ensuite on est protégé, qu'on va plus jamais mm, rentrer dans des états de survie et qu'on va plus jamais revivre des choses comme ça. Non, non, peut-être qu'on va gagner en mm, résilience, ça c'est fort mm, probable, mm, mm. Oui, mais oui. voilà. Parce qu'en fait, au niveau thérapeutique, du coup, enfin, le travail va se faire sur justement la réintégration euh, de ce qui a été désintégré. Je vous disais tout à l'heure, isoler l'amygdale, les réseaux avec les autres parties du cerveau qui sont coupés. Du coup, ça n'a pas pu permettre d'intégrer l'expérience et ce qui ressort, c'est la dimension émotionnelle.
Et donc, là, spécifiquement sur cette dimension-là, le travail thérapeutique, c'est de réintégrer l'expérience dans l'histoire de vie de la personne pour plus qu'il y ait cet déclenchement émotionnel. Après, ça ne veut pas dire que tout va, va disparaître et qu'il y aura aucun impact de ce que vous avez vécu. Forcément, ça va rester. Il y aura toujours une trace, une marque. Mais en fait, l'idée, c'est qu'après le travail thérapeutique, c'est que vous puissiez reprendre la maîtrise sur ça. L'idée, c'est que tout ce qui est réviviscence, flashback, ça, il soit plus présent parce qu'on a réintégré le souvenir dans l'expérience globale de la personne. Mais peut rester certaines difficultés, mais elles vont plus être envahissantes et vous allez pouvoir les maîtriser d'une manière qui soit saine. Mais ça, après, Apprendre c'est à les comme tout tolérer être humain. aussi, Oui, aussi, à, c'est ça. à tolérer toutes les manifestations physiologiques Mhm, aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça, en fait, quand on a toutes ces émotions, ces états physiologiques, on peut avoir vraiment le cœur qui s'emballe, l'impression d'étouffer, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire des crises de panique, des mm, choses comme ça, hein, quand tout ça remonte. Et en fait, tout ça, pour beaucoup, on a vraiment l'impression de revivre une insécurité énorme. Et c'est c'est ça. intolérable. Mm, C'est mm, mm, intolérable. Et je pense qu'une grande partie de la thérapie, c'est aussi une grande partie que la méditation aide énormément, c'est réapprendre à tolérer mm, ces inconforts. Typiquement, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur comment aider les traumas avec la méditation, avec le yoga, avec ce genre de choses. Et un point extrêmement intéressant, typiquement, qui a été beaucoup recherché, c'est sur le yoga et le tai chi qui aide un fonctionnement physiologique qui est la tolérance à l'inconfort. C'est-à-dire mm, que et c'est là où c'est aussi plus puissant que le sport et que les autres pratiques corporelles. Vraiment, le yoga et le tai chi surpassent en termes de mesure vraiment l'effet du sport sur ce genre de choses-là. Parce que, en fait, le yoga et le tai chi sont faits pour te rentrer volontairement dans des états d'inconfort, hop, dans des états d'inconfort et ensuite de relâcher cet inconfort dans un état de relaxation. Et tu fais ça en boucle, en fait, dans tous les mouvements, ce qu'on appelle les asanas, c'est-à-dire des positions de yoga ou alors des mouvements de tai chi. Il y a des mouvements de tension, de difficulté qui sont désagréables où tu vas assouplir, tu vas étirer, tu vas être dans une position où tu vas devoir vraiment bloquer dans un mouvement qui est très douloureux, très désagréable et ensuite relâcher. Et en fait, mm, ça apprend à comprendre pour ton esprit et pour ton corps que l'inconfort est suivi ensuite d'un confort et que tu peux passer de l'un à l'autre volontairement, que c'est pas quelque chose qui est en dehors de ton contrôle, parce qu'en fait, c'est ça, quand on est traumatisé, ces états d'inconfort, ils viennent comme ça sans qu'on ait décidé de quoi que ce soit. Et en fait, on rééduque l'esprit et le corps à se dire, OK, je peux rentrer dans un état d'inconfort volontairement, puis dans un état de confort volontairement, et que cet état d'inconfort, il me sert à quelque chose, il a un effet positif sur moi puisqu'il est suivi de confort et de relâchement et de déstress, etc., de relaxation. Et donc, ça réapprend une autre interprétation en fait de ces signaux d'inconfort. Et donc, le mm. fait de pratiquer le yoga et le tai chi aide à la guérison des traumas sur ce genre de points-là parce qu'en fait, tu rééduques ton rapport à cette manifestation extrêmement inconfortable. Je sais pas si ça a Ok. du sens un petit peu. Ouais, 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 totalement, ouais, totalement. Et non, c'est super intéressant parce que du coup, moi aussi, enfin, on m'avait discuté aussi un petit peu avant pour préparer cet épisode parce qu'il y a tellement de choses à Mhm. dire sur, sur Ouais. les traumas qu'on s'est dit, OK, de quoi on parle? Est-ce qu'on fait 2 épisodes sur le sujet? Parce que moi, ça m'intéresse intéressé aussi de voir du côté du coup méditatif déjà, comment est-ce que c'était perçu, tu vois, parce que moi, je donnais pas mal de définitions du côté, on va dire, psychothérapeutique, psychopathologie. Euh, mais déjà, dans un premier temps, de comment est-ce que c'était perçu, je sais pas s'il y a des choses qui ont été Mhm. théorisées de ton côté sur le Tout à trauma, fait. et comment c'était traité. Donc, en fait,
Moi, ce que je voulais vous proposer là, pour les personnes qui écoutent, c'est qu'on fasse un deuxième épisode Ouais. sur le côté thérapeutique Mhm. et que du coup, comme ça, on puisse expliquer, moi, d'un point de vue on va dire, entre guillemets, occidental, qu'est-ce qui est fait. Toi, justement, côté méditation, yoga, tout ça, Ouais. ce que tu as commencé à évoquer. Mais du coup, on va quand même vous donner pour aujourd'hui des petits outils parce qu'on n'a pas envie de vous laisser partir quand même On peut donner deux, trois petits comme ça. outils. Je peux faire une petite Ouais. introduction si tu avais deux, trois petites questions sur le côté Bah, méditation moi, en pour fait, faire un petit c'était. teasing. Ouais. Mais après, je pense qu'effectivement, un deuxième épisode où on va aller rentrer dans les comment on peut prendre en charge, comment est-ce qu'il y a un suivi, parce qu'il y a effectivement aussi des suites, on va dire, de prise en charge méditative qui peuvent être faites pour accompagner des thérapies notamment et des choses comme ça, qui commencent à être mises de plus en plus en place. Il y a des choses qui sont millénaires, qui n'étaient pas forcément mises sous le forme de trauma, etc. C'était pas les mêmes vocabulaires, mais maintenant on commence à voir une fusion en fait entre les deux disciplines avec des protocoles de Mhm, soins ok. qui intègrent des pratiques méditatives ou des Mm, états de transe et des choses comme ça qui sont de plus en plus intéressants et qui sont au début. Il y a mm, vraiment beaucoup, beaucoup de boulot de ce côté-là, mais c'est très, très intéressant. Donc, je pense qu'un deuxième épisode qui prend un petit peu globalement ces deux choses-là, je pense qu'on a largement de quoi faire mm. encore, de parler pendant une heure et Ouais, demie, etc. ouais. Donc là, volontiers, si on donne Euh, deux, trois petites choses, si on fait un ouais, petit juste avant teasing, ouais. d'être sur les outils, entre guillemets, ou en tout cas Ouais, des conseils, je voulais juste voir si du côté théorique, toi, du oui. coup, Alors oui, effectivement. ouais, comment c'était théorisé? Alors, tout à fait. Il y a alors, il faut, juste pour donner un tout petit peu de contexte, dont je vais parler là, c'est une approche qui était... on va parler un petit peu des approches méditatives dans un ensemble. Pas forcément mettre une tradition particulière dessus. Il y a des traditions bouddhistes, il y a des traditions taoïstes, des traditions yogiques, etc. En fait, tout ça, c'est ce qu'on appelle des traditions karmiques ou les traditions méditatives. C'est une manière de penser, et ces philosophies-là, elles se regroupent là-dedans. Et en fait, dans ces philosophies-là, à la différence des approches occidentales, c'est des gens qui se sont assis et qui se sont dit, c'est quoi ce machin que j'ai dans ma tête? C'est quoi ces trucs qui se passent en moi? Viens, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, on n'est pas sur une observation extérieure, on est sur une expérimentation intérieure, de genre, à chaque fois que je fais ça, il y a ça qui se passe. Pourquoi? J'ai Ok. ces émotions-là qui viennent. Si je fais tel ou tel genre de choses, si je change ma respiration, tiens, ça change quelque chose à l'intérieur de moi. Donc on n'est pas sur une approche mesurable scientifique, on est sur une approche scientifique expérimentale. C'est-à-dire qu'on expérimente soi-même et on note et on essaie de comprendre. Donc ça marche. La force en fait de ces pratiques, c'est de travailler sur l'individu, mais par contre, c'est pas fait pour faire des généralités. C'est-à-dire que Mm, tu peux pas te dire que cette pratique, elle va fonctionner à 60%, etc. Malheureusement, la science essaie de l'approcher comme ça, mais ça n'a pas été réfléchi comme ça. Ça va être beaucoup plus individualisé. C'est pour ça que les ok. deux sont excellentes. En fait, elles approchent des choses différentes et j'adore le fait qu'il y ait des partages entre les deux parce que la psychologie est excellente à faire des généralités, à observer des généralités, des comportements sur des groupes de personnes, etc. Et ces sciences-là sont excellentes à se dire comment est-ce que moi je peux m'aider, comment est-ce que je peux faire fonctionner des choses juste pour moi en fait, et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ce qu'ils ont fait en fait les yogis, plutôt que de dire voilà c'est comme ça, ils ont donné des protocoles pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi-même. Donc des outils qui te permettent de réaliser toi ce qui se passe à l'intérieur de toi Ok. plutôt que de dire ça c'est un absolu, etc. Donc c'est deux approches différentes. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, c'est vraiment Mhm. deux chemins différents. Et donc quand on comprend ça, eh ben, en fait, on voit qu'ils ont observé des choses en commun avec ce dont on parlait. Notamment, par exemple, tout ce que tu disais sur le fait de stocker des émotions, de stocker des vécus et des choses comme ça. Donc ils n'ont jamais vraiment appelé ça des traumas, mais ils ont compris qu'il y avait des comportements qu'on avait, il y avait des choses qu'on avait qui remontaient à des moments comme si on avait stocké des informations. On appelle ça un samskar. On en a déjà parlé un petit peu dans certains épisodes. On pourrait dire que c'est une espèce de boule d'émotions non traitées. Ok.
Alors, Mm. toujours les vocabulaires, il faut toujours se dire que c'est une autre époque, c'est une autre manière de voir les choses. Il ne faut pas se dire qu'il y a physiquement une boule d'émotion quelque Oui. part et qu'on peut aller la mesurer. Ah tiens, regarde, ou alors de dire non, on ne peut pas mesurer ces boules d'émotion, donc elles n'existent pas. On est sur un ressenti, sur une compréhension de vécu. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y a des moments où ils étaient plus en contrôle, où il y avait des choses qui remontaient, qui étaient ensuite suivies de comportements, d'émotions, de réactions, qu'on avait un retour en arrière, que comme si d'un coup on se retrouvait à ce moment-là de vécu. Par exemple, on revient en enfance, on a les mêmes comportements, les mêmes réflexions, etc. Et tout ça, en fait, ils ont appelé ça des samskars. Et ces samskars, ils ont aussi compris que ça créait notre identité, que ça Ok. créait ce que l'on est aujourd'hui, que ce que l'on est aujourd'hui, c'est un mélange de différentes mémoires, de différentes compréhensions des choses, et notamment de ces boules de- d'émotions, de vécu qui peuvent remonter, etc. Et ce qu'ils ont compris aussi assez vite, c'est que ces choses-là, elles pouvaient aussi être libérées, que l'on pouvait aller voir à l'intérieur et en libérer un petit peu la charge, en fait. Et ça, on le voit aussi dans la psychologie avec les thérapies d'exposition et ce genre de choses, où on va venir réactiver volontairement un petit peu ce souvenir, cette mémoire. Et qu'en faisant ça, eh ben, en fait, on en diminue l'intensité petit à petit. Mm. Donc ça, ils l'ont compris aussi, ils ont développé justement des techniques méditatives. Ça, on pourra en voir justement dans l'épisode suivant un petit peu certaines pistes de ce côté-là. Mais effectivement, on peut aller volontairement libérer un petit peu de cette énergie petit à petit, etc. Ils ont aussi compris que quand il y avait ça, eh ben, certaines techniques de méditation et de choses comme ça, elles devenaient problématiques. Et ça, c'est Mm. hyper intéressant parce qu'on a l'impression, c'est ce qu'on entend aujourd'hui, la méditation, c'est toujours génial, tu vois. C'est genre tout bien, tout paisible, et puis c'est sans risque. Qu'est-ce qui peut arriver? Tu t'assois juste avec toi-même. Hein? Franchement, qu'est-ce qui pourrait arriver? Eh bien, beaucoup de choses. Mm. Et il y a des études qui sortent dernièrement sur le fait que la méditation, elle peut poser des problèmes, qu'elle peut être une source de problèmes mentaux, que tu peux développer des troubles mentaux, que tu peux développer des énormes situations de détresse à cause de la méditation. Et ça, c'est vrai. Et c'est parce que on fait la méditation aujourd'hui sans avoir écouté un petit peu tout ce qu'ils ont essayé d'explorer en fait pendant plusieurs milliers d'années. Parce que la méditation, on a des notions de la méditation qui datent de plusieurs milliers d'années. Et ils ont remarqué que quand il y avait ces samskars, quand il y avait ces formes de traumatisme, etc., et ben que certaines techniques, elles les faisaient remonter de manière involontaire, et que quand ça arrivait, eh ben, tu pouvais d'un coup te retrouver face à des choses que t'es pas forcément prêt à Mm. recevoir, que t'es pas forcément dans le bon état d'esprit pour recevoir. Et typiquement, dans ces traditions, on te fait pas forcément t'asseoir tout de suite à méditer avec des techniques super avancées, etc. Parce qu'on sait que ça peut être dangereux. Donc, on va le commencer justement particulièrement, par exemple, par des choses qui vont être ce qu'on appelle des grounding techniques, donc des techniques qui vont Technique te ramener, d'ancrage. voilà, Mm. d'ancrage exactement, des choses qui sont plus par le mouvement. Là, une des premières choses que tu fais quand tu vas apprendre à méditer, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas s'asseoir en silence, c'est bouger. Tu vas Mm. faire justement le yoga, les asanas, c'est une préparation à la méditation. Mais ça, justement, ça fait déjà recréer certains liens, ça fait déjà changer la neurologie, ça fait déjà des choses, et ça évite que quand tu t'assois avec toi-même, et ben d'un coup, tu as tous ces traumas qui remontent involontairement, que tu as des souvenirs que ton cerveau a essayé de te protéger, Mm. etc., qui remontent d'un coup, qui te submergent et qui peuvent te faire rentrer dans des états vraiment de difficulté émotionnelle, dépressifs, des formes d'anxiété très fortes, etc. Il y a des gens qui méditent et d'un coup, ils rentrent dans des états de panique, etc., en méditation. Et ça, c'est très important de le comprendre, que en fait, il y a plein de techniques à utiliser, pas utiliser, de choses qui ont été en fait développées comme ça autour des traumas. Et donc, effectivement, les traumas, il y a cette théorie, même s'ils ne l'appelaient pas forcément Ouais. pareil, et qu'ils n'avaient pas forcément compris de la même chose, ils l'avaient plus observé en eux que ce qui s'était passé dans le passé avait un impact sur aujourd'hui. Il y Mm. a toute la notion de karma aussi. Les actions ont des causes. Et ils ont compris que
En fait, quand on pense au karma aujourd'hui, on se dit, ah, c'est quelqu'un qui nous juge et il y a le bon karma et le mauvais karma, etc. Alors, on va pas rentrer longuement dans le karma parce que ça peut être un épisode complet pour te dire, hein. Mais juste pour dire, pour être très très simple, c'est juste qu'aujourd'hui, on peut être destiné, on peut avoir des choses qui se passent dans notre vie de manière involontaire, qui sont définies par des choses qui se sont passées dans notre passé. S'il nous est arrivé certaines choses ou qu'on a fait certaines choses, aujourd'hui, ça peut avoir un impact. Mm. Et bien ça, c'est la réalité d'un trauma. Quand il s'est passé quelque chose dans le passé, ça a des conséquences sur notre présent. Et donc, délier ce karma, délier ce qui s'est passé dans le passé, le comprendre et le mettre en vue, permet de refaire des choix dans le présent, plutôt que de subir quelque chose de Mm. prédestiné comme ça. Parce qu'en réalité, quand on a un trauma et qu'on n'a pas travaillé dessus, qu'il est peut-être même invisible pour nous aujourd'hui, eh ben la réalité, c'est que ça définit nos comportements dans le présent et que ça peut définir aussi notre vie. Mm. C'est-à-dire qu'on peut rater des opportunités, on peut être bloqué dans un boulot qu'on déteste, on peut être bloqué dans une relation qu'on déteste, il y a plein de choses comme ça, en fait, qu'on subit, qui sont les conséquences de ce qu'on a fait dans le passé, ou ce qu'on nous a fait, ou ce qui s'est passé, je dirais plutôt. Ouais. Donc voilà, Mm, tout ça, mm, c'est des choses qui sont présentes, en fait, d'une manière un peu différente, mais qui sont, en fait, assez liées à ce dont on parlait et qui m'ont beaucoup fait penser quand tu nous faisais les définitions à ces choses-là. Et du coup, ils n'ont pas différencié parce que là, du coup, t'expliques qu'il y a bien cette notion des choses du passé qui influencent le présent Mhm, et mhm. le futur. Est-ce que du coup, il y a une différenciation spécifique sur tout ce qui est trauma ou pas spécifiquement? Plus ce côté samskar, c'est-à-dire ces boules Ok, d'émotions non digérées, d'accord. ça a une existence pour eux, qu'il y a des actions qui peuvent créer des samskars, d'autres pas, Ok. mais que des fois, effectivement, le cerveau fonctionne d'une certaine manière, où s'il l'a pas bien vécu, il va justement le mettre en attente, et tant qu'il n'aura pas été libéré, on va dire ça comme ça, tant qu'il Mhm. n'aura pas été vécu, tant que tu n'auras pas été en libérer son énergie ou sa forme, eh ben, elle va continuer de revenir, de revenir, de revenir en fonction des triggers externes qui vont le Ok. rappeler. En fait, ça peut être des situations, des comportements, des mots, des choses qui vont venir où tu vas aller repêcher dans ce samskar et d'un coup, c'est comme si tu envahissais à ce moment-là, en fait. D'accord. Ok, ça Voilà, marche. donc ce serait ça la notion la plus proche du Mhm. trauma, je dirais. Et il n'y a pas de théorisation sur des événements spécifiques. Enfin, Est-ce que tu qui peux pourrait développer? déclencher. Bah, parce que du coup, là, dans la vision là, que vous écrivez, c'est un type d'événement D'accord, ok, qui je va vois. déclencher. Donc là, je me demande, est-ce qu'il y a des types Non, d'événements spécifiques? Non, ok. pas à ma connaissance. Ça peut exister et j'en suis pas conscient, c'est fort probable. Mais en tout cas, il n'y a pas une définition de ce, de quels sont les événements qui vont déclencher des Hmm. samskars ou quels sont ceux qui ne vont pas le faire. Et peut-être ça vient du fait que ce qui compte, c'était surtout cette expérience. Qu'est-ce qui se passe en nous à ce moment-là? Et que finalement, leur but, a moins été de comprendre d'où ça venait, Hmm. mais plutôt de réaliser que en appelant en fait à chaque fois ce petite boule d'énergie, on peut en libérer petit à petit les choses et que pour eux, il n'y avait pas forcément besoin de savoir exactement ce qui s'était passé ou de revenir exactement sur d'où ça vient pour en libérer en fait cette énergie et que si tu le fais en fait, ben, d'un coup, le cerveau le processe et ça se passe. Ok. Donc je pense que c'est un petit peu là la différence, c'est que Hmm. justement on n'est pas dans la thérapie et dans la thérapie, je pense qu'il y a cette aide de pouvoir retracer les événements qui est moins présent quand tu es tout seul face à toi-même, tu vois. Oui. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, parce que du coup, c'est vraiment une approche individuelle de toi avec Beaucoup toi. plus, Ouais. Hmm. beaucoup plus. C'était vraiment l'avantage, je dirais, de ces pratiques, c'est que bah, tu peux faire quelque chose par toi-même. Hmm. Tu vas apprendre à te comprendre, tu vas apprendre peut-être à observer ces choses-là et en les observant, bah forcément, tu les améliores aussi, parce que c'est ce qu'on fait aussi un petit peu dans la thérapie, hein. Le thérapeute, il va t'aider à prendre conscience de certaines choses. Donc ça, je pense que c'est super cool. Par contre, effectivement,
il y a moins ce côté où c'est quelqu'un qui va te dire exactement ce qui se passe. Il y a un peu cette notion-là avec ce qu'on appelle les gourous, donc l'enseignant, en fait, parce que le mot gourou, Ouais. en Occident, on n'est pas du tout sur les mêmes définitions. Le mot gourou dans les traditions méditatives, c'est celui qui te guide. Donc c'est Ok. l'enseignant, c'est le maître, etc. Voilà. Après, maintenant, c'est un peu moins utilisé. Il y a les gourous et les enseignants. Voilà, mais ça, c'est d'autres choses. Mhm. Mais effectivement, lui, il va te servir un petit peu de guide, il va t'aider à comprendre ce qui se passe en toi, etc. Si jamais il y a des choses que tu vis, et parce qu'il a déjà parcouru le chemin, donc il peut t'aider un petit peu à dire, OK, ça c'est normal, juste continue ta pratique, etc. C'est assez important d'avoir de l'aide, mais par contre, c'est pas lui qui va te dire, tiens, regarde, ça c'est ce qui se passe en toi, etc. Il va plus te dire, juste continue l'exercice, continue de faire ci, fais plutôt cette pratique-là, fais ça, etc. Voilà, ça va plus être dans ce sens-là. Ok. Ok, ça marche. Ouais, c'est important d'avoir la distinction parce que j'imagine dès que tu as dit gourou, dans la tête des gens, c'est oh. Et pourtant, gourou, c'est Alors, un titre qu'on a repris un petit peu aux traditions hindouistes notamment, hmm, etc., qui sont des guides spirituels à la base, ouais, des guides de vie. Voilà, depuis très très longtemps, on pourrait même voir un prêtre comme un gourou, etc. C'est quelqu'un qui ouais. va t'aider, mais voilà, dans un type de spiritualité, c'était appelé des gourous. Aujourd'hui, maintenant, un gourou, c'est pas forcément toujours ça. Ok. Non, mais Voilà. c'est intéressant. C'est intéressant. Du coup, enfin, je me posais la question de comment c'était théorisé et ça permet aussi de voir en fonction des cultures, en tout cas des pratiques, comment les choses aussi peuvent être vues. Et on verra du coup pour la prochaine fois, peut-être. Peut-être ce sera le prochain épisode sur au À voir, niveau pourquoi pas, on va voir. pratico-pratique. Comment est-ce que c'est fait, enfin traité entre guillemets, pour que ce soit voir un peu pour comparer. Tu voulais rajouter des choses là-dessus? Non, je pense que c'est un bon petit truc. De toute façon, on ira un petit peu plus en profondeur, effectivement, dans un Yes. autre épisode, avec grand plaisir. Est-ce que tu voulais donner une ou deux petites en teasing pour les gens qui veulent déjà passer un peu à l'action, faire Ouais, une ou deux je voulais choses? quand même. J'aime pas trop. Si je vous raconte tout ça, je me dis, il faut quand même que je laisse avec quelque chose. Euh, Déjà, premier élément, vraiment, si vous vous reconnaissez dans pas mal de choses quand même qu'on a dit, d'aller voir quelqu'un. Enfin, voilà, de pas rester seul. Vraiment, le trauma, c'est quand même quelque chose de très, qui peut être très envahissant, qui peut faire énormément de souffrance. Donc, si c'est pas directement un professionnel, d'en parler à quelqu'un de proche. Mais voilà, c'est important aussi de pas rester seul Mhm. dans ces moments-là. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je voulais vous dire qu'il y a de l'espoir, hein, et que je sais que pour certaines personnes qui nous écouteraient, surtout avec la perception qui est aussi, j'allais dire faussée entre guillemets, mais avec le trauma, il y a aussi quand même une perception, par exemple, sur l'avenir, de sentiment qu'il n'y a pas d'espoir, sentiment entre guillemets qu'on est un peu condamné à ressentir et à être toujours comme ça. Il y a de l'espoir, c'est possible de sortir, de se reconstruire d'un trauma. Je vous invite à aller écouter, il y a énormément de témoignages que vous pouvez trouver sur Internet ou autres de personnes qui témoignent de leurs expériences et de comment elles se sont reconstruites et comment elles s'en sont ressorties, comment elles s'en sont sorties. Donc voilà, vous dire que vous n'êtes pas condamné, qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des solutions, qu'il y a des possibilités. Et donc n'hésitez pas à aller en parler à quelqu'un voilà, de confiance. Et puis sur une dimension un petit peu plus pratique, je voulais parler de la stabilisation émotionnelle. Mhm. Parce qu'en fait, c'est vraiment la première étape que on va faire quand on est sur des thérapies liées au trauma et en général pour tout en soi, parce qu'en fait, on va pas directement vous exposer, parce que je sais que pour certaines personnes, il peut y avoir aussi des peurs par rapport aux thérapies. On pourra en reparler plus la prochaine fois, mais l'idée, c'est pas on vous confronte direct au trauma. Non, non, il y a, il y a des étapes avant ça. Et donc, il y a toute une partie sur la stabilisation émotionnelle, sur la régulation des émotions. Et ce que j'invite moi à faire à personne et ce que je travaille du coup aussi avec les personnes, c'est
de développer, alors j'appelle ça un kit d'auto-apaisement qui va être individuel, personnel à chaque personne. Et en fait, dedans, c'est à la fois de mettre des choses qui permettent de vous faire diminuer l'intensité émotionnelle d'émotions qui sont trop promenantes. Donc, ça peut être par exemple des boules, parfois des boules anti-stress. Certaines personnes, c'est des bouts de tissu, des matières particulières. Ça peut être de mettre un carnet avec un crayon ou là où vous allez écrire ce que vous ressentez, qui peut être aidant. Ça peut être aussi des actions que vous pouvez faire et vous pouvez les noter sur un bout de papier ou autre, vous mettre dans votre boîte. Par exemple, d'aller marcher, d'aller se passer les mains sous l'eau, de boire un verre d'eau. Ça peut être aussi de taper dans un coussin, d'aller courir, faire du sport. En fait, vraiment toutes les choses qui peuvent vous aider à faire diminuer votre intensité émotionnelle et de vous entraîner du coup à faire si c'est des exercices ou des choses comme ça que vous avez. Il y a aussi la respiration, plusieurs exercices sur les cinq sens. Et pourquoi je le fais sous la forme de kit? Pour que ce soit plus accessible à la fois psychologiquement et aussi physiquement. C'est-à-dire que on peut penser comme un kit que vous pouvez emmener partout. Et si vous ne l'avez pas physiquement avec vous, rien de vous rappeler psychologiquement qu'il y a ce kit, un peu ce safe place, ce truc sécure, ça peut déjà vous sécuriser indirectement. Donc, je vous invite à identifier déjà chez vous les choses que vous faites actuellement qui fonctionnent. Là, on n'est pas dans des stratégies d'évitement, d'essayer d'éviter ces émotions. C'est pas l'idée. C'est plutôt pour essayer de les réguler d'une manière qui soit saine. Voilà. Je pense que c'est ça que je pourrais donner comme indication. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Yannick. Bah déjà, extrêmement efficace. Ça revient avec un petit peu aux techniques qu'on disait d'ancrage et de ce Mhm. genre de choses qui sont une des premières étapes que l'on fait aussi en termes méditatifs, de réancrer la personne dans les sens avec un petit cube de glace, par exemple, Mhm. des Mhm. choses comme ça qui sont très efficaces de changer le focus de l'esprit, on va dire, pour que C'est ça ça. permette de... Mm. Donc ça, ouais, clairement, je trouve ça hyper efficace personnellement. Et puis, bah, moi, la chose que je conseillerais, c'est aussi de passer un peu, de tester un petit peu plus le côté mouvement Ouais. typique. Quand je dis vraiment, pourquoi je dis yoga et tai chi, et j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est ceux qui ont été le plus étudiés vis-à-vis justement des traumas et de la régulation du système nerveux, etc. Il y a vraiment de très, très grosses évidences qui montrent qu'elles sont efficaces et qui ont été même comparées par rapport à juste aller à la salle, soulever des poids ou courir, etc., qui montrent qu'elles, qu'elles performent mieux que ce type de sport dans la manière dont elles ont été faites, parce qu'elles ont vraiment été pas faites pour les traumas, mais faites pour restabiliser Mm. la chimie du corps et plein de choses à l'intérieur du corps. Donc, elles sont extrêmement efficaces. Donc, essayez peut-être un tout petit peu, un petit peu de yoga, de ce qu'on appelle les asanas, un petit peu de hatha yoga ou de choses comme ça, ou bien des vidéos de tai chi ou de qigong. Je pourrais peut-être en mettre un d'exercice de qigong, peut-être en dessous du podcast, Mhm. très facile à faire et qui peut pas mal aider à la régulation. Il est facile à faire en 2 3 minutes, donc pas besoin d'avoir étudié le tai chi pendant des années pour le faire du tout. Donc ouais, Qigong, tai chi, yoga, ce genre de choses-là sont des pratiques qui valent le coup vraiment d'être Mhm. explorées quand on a vécu des traumas pour travailler un petit peu sur la partie justement physiologique. Ouais. Qui est moins mise en avant généralement dans les prises en charge des traumas. Ouais, tout à fait. Bah, ça pourrait être la mission de la semaine, du coup, de tester Des petits exercices, ouais, des un petit petits peu tout ça. exercices comme ça. Et on vous le dit aussi à chaque fois, mais répétez. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un truc qui marche pas une première fois que qu'on abandonne et qu'on se dit que c'est pas fait pour moi. Forcément, si c'est essayer quelque chose de nouveau, ça va prendre peut-être un peu de temps, voilà, Surtout pour le pour trauma. ouais. Surtout pour le trauma, je pense que c'est hyper important de comprendre que, comme tu disais, il y a de l'espoir, mais il faut un peu de patience. Mm, mm, Faut se dire que c'est pas rien ce qui est arrivé au corps, à l'esprit, au cerveau, etc. Et que faut lui laisser le temps de se reconstruire tranquillement, de changer sa chimie interne, de changer
ses comportements, ses habitudes, etc. Et ouais, c'est pas forcément facile, mais les résultats sont là quand on prend le temps, quand on a un peu de patience et qu'on se dit que bah, on fait chaque jour comme il vient, qu'on n'est pas Mm, obligé de se lancer sur se dire qu'on doit faire absolument sur 10 ans, etc. Mais juste au moins aujourd'hui mm, mm, et mm. avancer jour après jour et faire de son mieux chaque jour et faire un petit pas. Sur le long terme, ça paye. Ouais. Oui, c'est ça, c'est penser au long terme. C'est-à-dire que, alors je sais que ça peut être aussi difficile pour des personnes qui ont vécu des traumatismes, mais de vous dire que voilà, si vous avez l'impression que ça change pas aujourd'hui, malgré ce que vous essayez, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous ne voyez pas forcément tout de suite les résultats. Et, d'essayer de continuer, de vous faire aider voilà, si vous voyez que c'est compliqué seul. Mais important aussi de voilà, de pas rester seul aussi avec tout ça parce que parfois quand on est seul aussi ça peut ruminer, envahir. Euh, donc voilà, Ouais, si puis vous avez même la quelques confiance. motivation et ce genre de choses, ça peut être Mhm. difficile. Il y a des moments où, comme on le disait, on passe par des moments où c'est désagréable de se soigner. Oui. Moi, je le dis, hein, tu sais, quand tu as Mm, une plaie et que tu as une infection et machin, puis qu'il faut aller à l'hôpital, puis qu'ils doivent te gratter, et puis ensuite te remettre le pansement et machin, le processus de soin, il n'est pas agréable, hein. mm. Il n'est pas fun. Bah, tu es content quand tu es bien pris en charge. Ouais, Donc c'est un tout à peu fait. pareil. Je pense que pour le mental, c'est important de le dire aussi, que Mm, c'est comme pour le physique. Il y a des moments où ça va être douloureux de se soigner, ça va mm, pas être forcément facile, on peut se sentir perdu, perdre la motivation, etc. Et le fait d'avoir un thérapeute, un professionnel, etc., ça soutient, ça aide, vraiment. mm. Tout à fait. Eh bien, écoute, je pense qu'on va arrêter là-dessus, Yannick, hein. Là, il y a Je pense que c'était pas un mal de super choses. épisode. Ouais, ouais, ouais. Franchement, n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, en commentaire si vous regardez sur YouTube. Et puis aussi nous dire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. À aussi s'abonner au podcast si vous pensez que c'est des choses qui vous intéressent, de le partager aussi Ouais, autour de partagez-le. vous. Voilà, c'est aussi aidant pour nous. Et puis je pense vraiment, surtout là sur ces sujets, que ça pourrait aider pas mal de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous contacter sur le compte Instagram, mais tout en description. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Plein de force à vous et d'espoir et à une prochaine. Et puis merci à toi aussi pour toutes ces explications, parce que aujourd'hui on a eu le droit à beaucoup, beaucoup d'enseignements de la part de Laure, et c'était vraiment très, très intéressant. Donc je te remercie pour Eh ben, toutes ces connaissances, même à un titre personnel, tu vois, c'est beaucoup appris, donc très content. avec grand plaisir. J'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup parlé. Là, je t'avoue que je suis bien fatiguée, donc on est en fin de journée. Je pense que là, c'est bon. Là, je vais me poser après l'épisode. Je comprends. Et voilà, j'espère que ça pourra vous aider en tout cas. Et puis, on se dit à très vite. Et puis, à très vite aussi, Yannick. Merci, bye bye à tous. Salut!